Ah, connectez-vous. Aïe. Ah, les parents, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, quittez ici. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui est un grand jour. Mais connectez-vous, on va quitter ici. Connectez-vous, on va quitter ici. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct massivement. Partagez-le massivement. Dans les groupes, sur vos pages, sur vos murs. On va quitter ici. Et n'oubliez pas de me donner mes étoiles. Hein. Voilà, donnez-moi mes étoiles. Hein. Aujourd'hui est un grand jour, un jour de Dieu. Donc, en donnant les étoiles, c'est comme si, voilà, vous faites grâce à Dieu. Hein. C'est bon, c'est bien. Ne me voyez pas, en donnant les étoiles, là, ne voyez pas le visage de Guégué. Voyez plutôt le bon sens du geste que vous faites. C'est très important. Ne me regardez pas pour dire, ah, lui là, il m'énerve, je ne vais pas lui donner quoi, étoile et tout. Non, en donnant les étoiles, regardez le bon sens, et le bon geste que vous faites aux yeux de Dieu. C'est très important. C'est ce que vous devez regarder. Hein? Voilà. Ne vous contactez pas de trucs, ne vous contentez pas de trucs de la personne qui fait la vidéo pour dire non, cette personne m'énerve, ceci, cela. Non. Regardez plutôt le geste que vous faites en donnant les étoiles aux yeux de Dieu pour dire bon, on donne les étoiles, voilà, à notre prochain. Aimez, aimons-nous. Hein? Aimez nos prochains comme nous nous aimons. C'est très important. Donc, aimez-vous les uns et les autres. Donc, voilà. Partagez le direct. Tout le monde doit partager le direct. Tout le monde doit donner les étoiles. C'est très important. Tout le monde doit donner les étoiles. Voilà, et il y a des gens sur YouTube qui me demandent comment on donne les étoiles. Non, on ne peut pas donner des étoiles via YouTube. Pour donner les étoiles, vous pouvez vous abonner sur ma page Facebook. Donc, ma page Facebook, c'est Guégué Complet. De la manière, le nom de ma chaîne YouTube. De la manière, ma chaîne YouTube s'appelle. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur YouTube, vous tapez Guégué Complet. Vous allez voir mon YouTube. Pour ceux qui sont sur YouTube, qui n'ont pas encore vu ma page Facebook, vous tapez Guégué Complet sur Facebook. Vous allez me voir. Voilà. Et vous vous abonnez là-bas. À travers Facebook, vous pouvez donner les étoiles. Donc, voici un peu, c'est une précision. Samsam Clarisse. C'est quoi ça? Mais écoutez, Samsam Clarisse, vos publicités ou bien trucs de médicaments, tout ça là, c'est pas sous mes vidéos, vous allez faire ça, s'il vous plaît. Si vous cherchez des gens qui vont aller, si vous cherchez des gens qui vont aller faire du fétichisme, bon, c'est pas ici. S'il vous plaît, vous pouvez prendre votre caméra, faire une vidéo pour dire oui, vous faites le fétichisme, vous faites le maraboutage et que les gens n'ont qu'à venir. Ceux qui sont intéressés, ils peuvent venir. Ceux qui ne sont pas intéressés, ils vont passer. Mais c'est pas sous ma vidéo, vous allez venir faire vos publicités des trucs qui est grand sorcier, qui ne l'est pas, qui... Voilà, non, non, non. S'il vous plaît, je vous prie, je ne prie jamais de faire. Voilà, ici, on vient, on parle de l'actualité du monde. On ne vient pas parler de trucs, voilà, on a Babagui, on a ceci, cela. Alors, du passage, je salue toutes les personnes qui sont en train de me donner les étoiles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Bouba Gigiba. Voilà, Maître Bouba, que Dieu vous bénisse. Hein, que Allah vous vienne en aide. Monsieur Pacob Taï, que Dieu vous bénisse. Et tout, que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. C'est très important. Alors, les autres personnes qui vont encore me donner les étoiles, que Dieu vous vienne en aide. Donc voilà, j'espère que je vais avoir 1000 étoiles d'ici la fin du truc de mon direct. Alors donc nous allons passer aux choses sérieuses. Bonjour, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Guégué complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Dezo ou la Mouja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra, chers parents, chers frères, chers amis, pour parler
de l'évolution de la situation sur le terrain militaire, précisément en Ukraine. C'est très important. Il faudrait que, hein, voilà, on parle de ça. C'est très important. Et donc, les choses avancent. Les choses avancent, c'est pas facile, mais ça avance. Ça avance comme il se doit. Et après ça, nous allons venir sur l'Afrique. Parce que ce qui se passe en Ukraine a des répercussions sur les pays africains. Et donc, les pays africains, à un moment donné, il faudrait qu'ils quittent dans leur coma calamiteux dans lequel ils sont plongés. Nous allons venir sur ça. Mais d'abord, parlons de la situation sur le terrain. Je tiens à vous rassurer, je tiens à vous informer que la région de Lugansk est complètement libérée. Est-ce que vous comprenez? La région de Lugansk est complètement libérée. C'est-à-dire, il y avait deux grandes villes dans la région de Lugansk, Severodonetsk et Lysychansk. Donc, Severodonetsk a été libéré il n'y a pas si longtemps. Lysychansk pensait vouloir résister au rouleau compresseur russe, mais c'était de mal connaître les Russes. Ils ont vite verrouillé la ville et ils ont pénétré, ils ont infiltré la ville et ils ont déclenché les hostilités au sein de la ville, Atia. Et là où je vous parle, parce que tous les environs de la ville, tous les environs ont été libérés. Donc la ville a été entourée depuis hier. Et hier, les forces russes ont fait une vidéo devant le bâtiment administratif de Lysychansk. Ça veut dire que c'était au centre-ville. Ils étaient déjà là-bas. Et donc, bon, ce matin, il y a eu quelques trucs. Mais ceux qui résistent là-bas, ils sont dans un petit coin. C'est des trucs. Bon, c'est un petit nettoyage qu'il faut. Sinon, la région est totalement libérée. La région est totalement libre. Est-ce que vous comprenez? Donc, Lugansk est libre. Il reste Donetsk. Poutine a dit, soit j'obtiens les résultats par les négociations ou par les actions militaires. Dans tous les cas, il a promis d'atteindre les objectifs. Dans tous les cas, il a promis d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixé lui-même. Et lui, il a répété. Lorsqu'il était en visite comment on appelle ça, Kyrgyzstan, je ne sais pas, il est parti là-bas il n'y a pas longtemps. Et on l'a interviewé. Il dit, lui, il n'a pas donné de date des opérations. Il n'a pas dit de telle à telle date, les opérations allaient prendre fin. Il dit, ça continue. Il dit, les opérations vont toujours continuer. Et que lui, il n'est pas pressé. Ça va doucement. Il fait de telle sorte que au sein de l'armée russe, il n'y ait pas assez de morts pour atteindre leurs objectifs. Et que lui, il n'a pas fixé de date pour dire, bon, les opérations étaient prévues pour une opération de grande envergure. Et lui-même, il a rappelé, il dit cette histoire de Kiev, l'armée russe qui était partie là-bas, c'était une manière de tromper les forces ukrainiennes pour remplir les objectifs qui étaient de prendre totalement le Donbass. Lui-même, il dit c'est le chef d'état-major de l'armée qui a donné cette stratégie. Et donc, lui, même s'il est au-dessus de tous, mais il laisse les militaires faire leurs propres plans. Ce n'est pas lui qui fait les plans pour les militaires. Il dit, il a demandé aux militaires, il a mis ça sur la table. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Ce n'est pas lui le président qui va dire faites comme ça. Il dit non, non, non. Lui, il laisse les militaires agir. Et ce sont les militaires eux-mêmes qui savent comment ils doivent faire pour avancer sur le terrain. Lui, il donne seulement que les moyens. Les militaires lui demandent, monsieur le président, on a besoin de telle arme, telle arme. Lui, il met la main dans la poche. Et il demande aux entreprises qui produisent ces différentes armes de fabriquer tel armement. Et il met ça à la disposition des militaires. Lui, il ne fait pas de plan. Il a été clair. Et donc, sur le terrain de bataille, ce sont les militaires qui font leur plan. Donc, s'ils meurent là-bas, c'est leur propre plan qui va les tuer. S'ils gagnent du terrain, c'est leur propre plan. Donc, il laisse les militaires agir comme bon leur semble. Voilà. Donc, Poutine a été clair. Donc, la région de Lugansk a été libérée. Et donc, il reste la région de Donetsk. Mais dans tout ça, l'Ukraine perd. Parce que si les accords de Minsk, et je vais vous dire qui est à la base de la guerre, si les accords de Minsk étaient respectés, l'Ukraine n'allait pas perdre autant de territoire.
Ça veut dire, dans l'accord de Minsk, il n'y avait pas le territoire de Kherson. Izoum, tout ça là, ces régions-là, ne faisaient pas partie. Mais comme Zelensky et les Occidentaux n'ont pas voulu respecter les accords de Minsk, mais ça fait que les Russes ont pris plus de territoire. C'est-à-dire, ils ont pris une partie de Kharkiv, mais Kharkiv encore, ils avancent là-bas. Donc, il se peut que dans les mois à venir, Kharkiv tombe. Parce qu'ils ont déjà pris Izoum, qui ne fait même pas partie de la région c'est-à-dire qui ne fait pas partie même du Donbass. Ils ont pris Kherson, ça ne fait même pas partie du Donbass. Et donc, s'il y avait eu accord entre les séparatistes et le pouvoir central, mais Kherson allait être sous la domination ukrainienne. Izoum allait être sous la domination ukrainienne. Kharkiv, cette partie de Kharkiv qui est occupée, ça allait être sous la domination ukrainienne. Et puis, ce n'est pas sûr que les villes qui tombent, Lysychansk, Severodonetsk et tout cela, ce n'est pas sûr que ces villes allaient être dans la main des pro-russes. C'est-à-dire, la petite partie où les pro-russes ont contrôlé là, c'était peu. C'était des petites villes. Ils contrôlaient là. Donc, si l'accord rentrait en vigueur, c'était fini. Ils allaient se contenter de ces petites villes. Maintenant, le gouvernement central et les Occidentaux n'ont pas accepté. Ils ont dit non, eux, ils vont libérer totalement ces différentes villes. Mais en voulant libérer là, ils perdent des villes. En voulant libérer là, ils permettent aux séparatistes d'avoir encore plus de terrain. Et je pense que ça va beaucoup résonner dans la tête, ou dans les têtes des dirigeants occidentaux. Et Zelensky, je pense qu'en ce moment, il crie, mais je sais qu'il regrette. Il se dit, si je savais, j'allais signer les accords. Même Mariupol n'allait jamais tomber dans les mains des Russes, des séparatistes. Mariupol, Melitopol, tout ça là, ça n'allait jamais tomber dans les mains des Russes, puisque Mariupol était sous le contrôle des trucs. Mais cette partie des différents ports, le port de Melitopol, le port de Mariupol, le port de trucs, tout ça là, ça n'allait pas, de Kherson, ça n'allait pas tomber sous le contrôle des séparatistes. C'est l'Ukraine qui allait contrôler tout ça. Donc, en voulant trop gagner l'empire, ils ont voulu trop gagner, mais voilà, ils sont là à perdre du terrain. S'ils avaient négocié, ça faisait quoi? Vous avez écouté la conversation entre Poutine et Macron, où il dit à Poutine, je ne sais pas, où tes conseillers ont appris leur droit, que le gouvernement central ne peut pas accepter les désirs des deux régions séparatistes, Lugansk et Donetsk. C'est pas à eux d'imposer leur dictat au gouvernement central. Et que l'Ukraine est un pays indépendant. Et donc l'Ukraine a le droit de libérer ces deux régions. Est-ce que vous comprenez? Et que accord de Minsk, lui, il n'en a rien à foutre. Voilà ce que Macron dit. Il dit accord de Minsk, il n'en a rien à foutre. Et que le gouvernement central ukrainien ne va rien respecter. Dans la conversation. Donc Poutine lui a fait comprendre que l'article tant, il dit oh, je n'ai rien à foutre. Bon, lorsque c'est comme ça, mais vous voulez que Poutine y fasse quoi? Parce que c'était 4 jours avant que l'opération spéciale ne débute. Donc Macron, en allant en Russie, en appelant Poutine, c'était à lui de rassurer Poutine. C'était à lui de trouver des accords. Mais toi, tu veux empêcher une guerre. Tu veux empêcher des opérations spéciales russes. Tu veux empêcher ça. Et tu parles comme ça à Poutine. On ne peut pas être grossier jusqu'à ce point. C'est-à-dire, toi, tu veux éviter une guerre. Mais lui qui veut mener les opérations, là, il faut le rassurer. Pour dire, écoute, ce n'est pas la peine de mener des opérations. Je vais essayer de faire de mon possible pour convaincre mes alliés et essayer de mettre la pression sur le gouvernement de Kiev afin que les accords de Minsk soient appliqués. S'il disait ça, mais c'était fini. Poutine allait accepter. Poutine allait dire, bon, ok, comme tu as dit ça, il n'y a pas de souci. Je vais voir mes conseillers, on va discuter de ça et on va voir quelle solution on peut trouver. Mais non, Macron dit, lui, il n'en a rien à foutre. Et que le gouvernement central de Kiev ne va pas respecter les séparatistes. Et que ce ne sont pas les séparatistes qui vont imposer leurs lois au gouvernement central et que l'Ukraine est un pays indépendant qui a le droit de libérer son pays. Mais si l'Ukraine est un pays indépendant qui a le droit de libérer son pays, mais pourquoi les accords de Minsk étaient reconnus par la France, étaient reconnus par l'Allemagne, étaient reconnus par Kiev lui-même et validés par l'ONU?
Dès lors que l'ONU a validé, par l'ONU là, ce n'est pas seulement France, Russie, Allemagne, truc, non. L'ONU, c'est tout un tas de pays qui se retrouvent à l'ONU. Donc, dès lors que l'ONU valide, ça veut dire tous les pays du monde qui font partie de l'ONU, la majeure partie de ces pays-là sont d'accord. Donc, ils valident ce dossier. Ce qui veut dire l'accord de Minsk est un accord internationalement reconnu. Puisque ça a été validé par l'ONU. L'ONU, là, c'est plusieurs pays qui se retrouvent au sein de l'ONU. S'ils ne voulaient pas que cet accord soit reconnu internationalement, il fallait que les Américains, les Français, les Anglais posent leur veto au sein de l'ONU pour dire non, 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 nous on ne reconnaît pas cet accord. Mais non, ils n'ont pas mis leur veto. Ils ont validé. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas mis leur veto, ils ont validé. Dès lors qu'ils ont validé, c'est qu'ils sont d'accord pour ces accords. Maintenant, pour appliquer ces accords, non, ils refusent. Et l'ancien dirigeant, Porochenko, il dit non, c'était une manière de gagner du temps pour pouvoir armer l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse faire face à la Russie. Et donc, les accords étaient signés pour gagner du temps, former l'armée ukrainienne, s'armer jusqu'aux dents et faire la guerre à la Russie. Donc, l'ancien dirigeant Porochenko, qui est aujourd'hui en Angleterre, dans une villa pas possible, c'est lui qui révèle ça, parce qu'on l'a interviewé. Il dit l'accord de Minsk, ce n'était pas pour être appliqué. Que ce sont ses alliés qui lui ont dit d'accepter pour gagner du temps, se préparer à s'armer et faire front à la Russie plus tard. Donc, il savait ce qu'il voulait. Il voulait déjà la guerre. Il ne voulait pas de paix en question. Il ne voulait pas de paix en question. Donc, en disant ça, pendant que Macron parlait avec Poutine, l'Ukraine, étant aidée par les Occidentaux, multipliait les frappes sur les deux régions, Lugansk et Donetsk. Cette petite partie qui était contrôlée, l'Ukraine se préparait à mener des offensives et donc bombardait déjà ces deux régions. Des gens mouraient déjà. Donc Poutine était obligé de dire à la population civile qui était dans cette région d'aller sur le territoire russe. La Russie envoyait des trucs, des trains, des bus pour prendre les gens, pour les évacuer de ces deux régions parce que les frappes ukrainiennes étaient assez. Les Occidentaux ne faisaient rien. Au contraire, les Occidentaux soutenaient l'Ukraine à lancer une opération de grande envergure. Or, la Russie a été claire que si vous continuez vos frappes, si vous continuez à mener ces opérations, la Russie sera obligée d'intervenir. Parce que vous tuez ces gens-là. Vous les tuez et puis il n'y a aucune petite sanction sur Kiev. Pour dire, mais il ne faut pas. Parce que quand Kiev bombardait, il y avait des civils qui mouraient chaque jour. Mais aucun média occidental ne montrait ces images. Au contraire, il déformait les informations pour dire non, les séparatistes lancent des obus sur Kiev. C'était des mensonges en fait. C'était Kiev qui bombardait. Vous n'avez pas vu leur ligne de défense qu'ils avaient fait à l'est des trucs de l'Ukraine, vers Donbass et tout? Oui, ils ont fait ces lignes de défense parce qu'ils étaient prêts à lancer des opérations de grande envergure. Et donc, ils s'étaient déjà préparés. Ils ont fortifié leur défense. Parce qu'ils se préparaient contre la Russie. Une guerre contre la Russie. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Ils ont été formés. Les Américains, avant même les opérations spéciales. Vous n'avez pas vu à la dernière minute les armes qui partaient en Ukraine? Il y avait des cargos de trucs militaires qui quittaient au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays européens pour aller en Ukraine. Ils envoyaient des armes. Mais si l'Ukraine ne préparait pas la guerre contre la Russie, si l'Ukraine n'avait pas l'intention d'attaquer ces deux régions, si l'Ukraine avait l'intention de respecter les accords de Minsk, pourquoi les Occidentaux envoyaient des cargaisons de trucs d'armement? Pourquoi les Occidentaux passaient leur temps à envoyer des armes de guerre, des missiles anti-chars, toutes sortes de missiles, des missiles anti-aériens? Pourquoi ils ont passé tout leur temps à envoyer ça là-bas? Ils ont envoyé ça là-bas parce que dans le camp occidental, il n'était pas question de négocier quoi que ce soit avec les deux républiques. Il n'était pas question de négocier avec la Russie. Ils n'avaient rien à foutre. Eux, ils poussaient Kiev à aller faire la confrontation avec la Russie. Et la seule voie pour faire la confrontation avec la Russie, c'était d'attaquer les deux républiques, Donetsk et Lugansk. Parce qu'ils savaient qu'en attaquant ces deux républiques, la Russie allait réagir. Et donc, puisqu'ils n'allaient pas attaquer directement la Russie,
Et donc, en s'attaquant à ces deux républiques, ils savaient que la Russie allait réagir. Et donc, les Occidentaux préparaient déjà Kiev à faire cette confrontation avec la Russie. Et donc, les derniers jours, avant les opérations spéciales, les Occidentaux ont envoyé des milliers de trucs d'armes, des tonnes d'armes. C'était pas facile. C'est-à-dire, si ce n'était pas la Russie, un pays fort comme la Russie ne pouvait même pas prendre une petite ville en Ukraine. La Russie ne pouvait pas prendre une petite ville en Ukraine. Ils ont aidé l'Ukraine sur tous les fronts. C'est pour le rien, ils disent l'armée russe fait face à l'armée ukrainienne. Vous ne voyez pas les mercenaires qui sont arrêtés chaque jour. Les mercenaires que les Russes arrêtent. Mais si ce sont des soldats ukrainiens seuls qui font front à la Russie, d'où viennent les soldats britanniques, les ressortissants américains, tous ceux qui sont arrêtés, c'est les étrangers qui sont arrêtés sur le terrain ukrainien. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Et puis même, il y a des interviews où il y a des gens qui parlent français, ils prennent des armes. Et pour justifier ça, ils disent non, ceux-là, ils vivaient déjà en Ukraine. Des mensonges. C'est des gens qui ont été envoyés là-bas par leur pays pour faire front. Donc, ce qui se passe en Ukraine là, il ne s'agit pas des Ukrainiens seuls face aux Russes. Il s'agit des pays membres de l'OTAN face à la Russie. Il faudrait que ça soit clair. C'est le nom Ukraine, ils mettent devant. Sinon, ceux qui sont sur le terrain même, là, vous n'avez pas vu des vidéos où des soldats ils parlent totalement anglais, ils ne comprennent même pas ukrainien. Des bataillons total, des milliers de soldats, ils parlent seulement anglais. Il y a d'autres même, ils parlent seulement français. Ils ne comprennent même pas le truc ukrainien. Mais ils viennent d'où? Et là, dans les médias, on vous ment. Pour non, oh, l'Ukraine fait face, mais qu'ils disent la vérité un peu. Vous pensez que c'est l'Ukraine seule, ils sont là aidés, des milliards qui misent. Ah bon? L'Ukraine seule, à travers ces milliards de dollars, l'Europe a mis et puis ils font concurrence. Pour dire, toi, tu n'as pas encore misé beaucoup. Moi, j'ai déjà donné tel nombre de milliards et puis ils font classement. Les pays qui misent beaucoup, ah, tel pays est devant, l'autre est deuxième. Ah, moi aussi, je veux grimper les échelons, je veux dépasser le premier. Je veux... Et ils font concurrence d'aide militaire sur tous les plans envers l'Ukraine. Vous pensez que c'est les armes seulement ils envoient là-bas? Non, 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 non. Ils envoient aussi des éléments, des hommes. Ils envoient des hommes. Tout ce qu'ils n'ont pas encore envoyé, ce sont les navires de guerre. Sinon, ils ont déjà envoyé des avions. Ah oui, 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 ils envoient des avions. Ils envoient des drones. Tous sortes de drones. Ils ont déjà envoyé ça sur le terrain. Des avions. Toutes sortes de missiles. Missiles anti-navires, missiles anti-aériens. Et puis, tout récemment, les Américains ont promis encore d'autres missiles anti-aériens. Je ne sais pas si c'est les Patriotes ou bien les trucs, les THAAD. Le missile THAAD ou Patriote. Tout ça là. Si ce sont les lance-missiles, trucs multiples, ils ont déjà envoyé tout ça. Donc, c'est quel armement les pays membres de l'OTAN n'ont pas encore envoyé? Ce sont des navires. Parce qu'ils savent que leurs navires ne vont pas s'approcher des côtes russes. Ils savent que ça ne va pas venir dans la mer Noire. Leurs navires ne vont pas rentrer dans la mer Noire. Et donc, du coup, ils sont obligés de rester en dehors de la mer Noire. Ah oui, ils savent que leurs navires ne vont pas s'approcher de la mer Noire pour venir soutenir l'Ukraine. Parce que la mer Noire est contrôlée par la Russie. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les avions qu'ils peuvent envoyer via un truc, la Pologne. Ils font ça en pièces détachées. Je ne sais pas comment ils font. En pièces détachées. Et puis, ils font rentrer ça. C'est des gens. Ils sont prêts à tout, en fait. Puisque les avions ils ne volent pas directement des pays membres de l'OTAN pour débarquer sur le territoire ukrainien. Ils démontent ces avions-là. Ils envoient ça dans des hangars où ces pièces détachées sont remontées pour devenir des vrais avions. Et après, ils fournissent des pilotes pour aller sur le terrain. C'est eux qui fournissent les renseignements. Tout ça, là, c'est eux qui font ça. Même les armes occidentales qui sont sur le territoire ukrainien, ce sont les Occidentaux qui fournissent les spécialistes qui maîtrisent bien ces armes. Parce qu'ils ont peur que ces armes tombent dans les mains des Russes. Et donc, c'est eux-mêmes qui dirigent ces armes sur le terrain. Donc, quand c'est comme ça, c'est qu'ils sont déjà en guerre, mais de l'Ukraine interposée. Mais malgré ça, la Russie gagne du terrain. Donc, c'est une honte pour l'OTAN. Voilà pourquoi le truc Macron dit, la Russie ne doit ni gagner, ni quoi là, ne doit ni gagner la guerre.
Boris Johnson dit non, la Russie ne doit pas gagner, sinon ça serait un désastre. Et même le survie même de l'OTAN vis-à-vis du monde entier. Parce que c'est une grande preuve. Dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que les gens diront? Face à la Russie seule, il y a eu plusieurs pays qui se sont mobilisés pour aider l'Ukraine. Face à la Russie, mais ils n'ont pas pu. Malgré cela, la Russie a pris le dessus et a gagné du terrain. Regardez les médias mainstream quand ils vous disent « Oh, mais la Russie n'a plus de soldats. Les Ukrainiens ont plus de soldats que les Russes. » Mais est-ce que quelqu'un qui est normal, il peut tenir ce genre de propos? Quelqu'un qui est normal, est-ce qu'il peut tenir ce genre de propos? Non, la Russie n'a plus de soldats. Il manque de main-d'œuvre. Ils ont problème de soldats. La Russie qui n'a pas annoncé officiellement qu'elle est en guerre. Parce que, pourquoi la Russie n'annonce pas qu'elle est en guerre officiellement? Le jour où la Russie va dire qu'elle est en guerre officiellement, ça sera une guerre qui va dépasser les frontières de l'Ukraine. Parce que, Poutine ne peut pas dire qu'il est en opération spéciale sur le territoire ukrainien et faire déborder la guerre pour attaquer les pays membres de l'OTAN. Là, les Russes ne seront pas préparés. Ils vont dire, ben, quand les pays membres de l'OTAN vont attaquer, les Russes seront surpris. Pour dire, ah, mais on était censé faire une opération spéciale en Ukraine. Mais comment se fait-il que les pays membres de l'OTAN nous attaquent sans être préparés? Voilà pourquoi la Russie n'a pas encore déclaré la guerre officielle. Il n'a pas encore déclaré la guerre pour dire nous sommes en guerre. Parce que si la Russie est en guerre, elle ne va plus laisser les pays membres de l'OTAN armer les Ukrainiens. Parce qu'elle va être obligée d'informer toute la population russe pour une mobilisation générale. Mais c'est comme ça, quand tu dis que tu es en guerre là, quand ton pays est en guerre, c'est-à-dire chacun doit être prêt, chacun doit être conscient qu'à tout moment, il peut recevoir une bombe dans son domicile et mourir. Et donc quand c'est comme ça, tout le monde est préparé. Et ceux qui sont prêts, qui sont les vrais patriotes, ils se mobilisent en masse pour aller au front. Et quand c'est comme ça, la Russie ne va pas dire, bon, nous sommes en guerre face à l'Ukraine et laisser les pays membres de l'OTAN armer les Ukrainiens. Non, 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 non. La situation va déborder vite parce qu'elle allait être obligée. Et d'autres Russes qui sont des vrais patriotes et des vrais trucs, tête brûlée, ils ne vont pas se contenter des trucs de l'Ukraine. C'est-à-dire les armes qu'ils vont mettre à leur disposition pour dire, quand eux, ils vont voir que les pays membres de l'OTAN arment les... Il y a d'autres qui seront tentés de frapper ces pays-là. Et même quand ça va dépasser le truc, ils vont, à un moment donné, ils seront obligés de désobéir Poutine pour agir comme bon leur semble. Vous voyez, quand c'est chaud sur le terrain, là, à un moment donné, vous mettez le président à l'écart. Vous dites, président, la situation dépasse ton entendement. Reste de côté, nous, là, on gère la situation. Voilà pourquoi, depuis là, la Russie n'a pas encore lancé une guerre en Ukraine. Si c'était une guerre, l'Ukraine n'allait même plus être là. L'Ukraine n'allait plus être là. Vous savez combien de pays russes qui allaient débarquer en Ukraine? Mais c'est des milliers de Russes. Des millions d'individus. Vous n'avez pas vu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale? Quand ils ont attaqué l'Union soviétique, jusqu'à ils sont rentrés aux portes de Moscou. Mais quand Staline a déclenché pour dire nous sommes en guerre, mais tout le peuple russe était mobilisé. C'était une mobilisation générale. Quand on vous dit qu'il y a eu 27 millions de morts, mais vous pensez que c'est un seul million de... Non, c'est un tas d'individus qui... Mais attendez, si la Russie dit on est en guerre, mais vous pensez que c'est un truc 170 000 hommes, des forces spéciales russes qui vont aller... Non, 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 tous les réservistes. Et même les civils qui n'ont jamais pris les armes, mais qui sont des patriotes, ils vont dire on prend les armes. Ce n'est pas armes qui manquent aux Russes. Ils vont débarquer en Ukraine. Au moins 10 millions de Russes. Tout d'un coup, les Ukrainiens ils seront obligés de fuir l'Ukraine. Et l'Ukraine, toute l'Ukraine va être libérée en une semaine. Parce que ça ne sera pas un seul individu. C'est-à-dire, les Russes sont capables de débarquer en Ukraine 10 millions de Russes. Ou bien 5 millions de Russes. Ça va dépasser l'entendement des Ukrainiens. Ils seront obligés de fuir les villes. Mais ça, où la Russie envoie 170 000 hommes pour dire opération spéciale face à 40 pays.
Vous devez savoir que la Russie est une force tranquille. La Russie ne menace pas. Mais lorsqu'elle décide de mener une opération, elle ne recule pas comme ça. Et Poutine, depuis qu'il est venu au pouvoir, il n'a jamais perdu une guerre. Même aussi dans le passé, d'autres dirigeants russes avaient perdu des guerres. Mais avec Poutine, il n'a jamais perdu son duel face aux Occidentaux. Mais bien sûr, la Tchétchénie était armée par les Américains. Vous ne le savez pas? La Tchétchénie était armée par les Américains. Première offensive russe sur la Tchétchénie. La Russie a échoué parce que ce n'était pas Poutine qui dirigeait. Je pense que c'était Gorbatchev, le Soula là, qui dirigeait. Il a échoué. Mais quand Poutine a pris le pouvoir, il dit, je vais les bouter jusqu'à dans les chiottes. Il savait que c'était les Américains et les Européens qui armaient les Tchétchènes. Mais il allait jusqu'à Grozny, c'est-à-dire la capitale tchétchène, pour libérer Tchétchénie parce que les Européens, ils voulaient séparer la Tchétchénie de la Russie. Pour ceux qui pensent que les Tchétchènes ont une nationalité à part et qui ne sont pas russes, c'est faux. Les Tchétchènes, ce sont des Russes. Mais les Occidentaux voulaient séparer la Tchétchénie de la Russie. C'était une politique, une vision de démembrement de la Russie, c'est-à-dire diviser la Russie en plusieurs petits États pour dénucléariser la Russie et démilitariser la Russie. C'était ça, le plan occidental. Donc, ils voulaient commencer par la Tchétchénie, qui est une république russe au sein de la Fédération de Russie, qui est une république russe, même musulmane. Et donc, eux, ils voulaient jouer sur ça pour séparer, envoyer la confusion entre musulmans et chrétiens, afin que tous ceux qui parlent, qui sont musulmans au sein de la Fédération de Russie, puissent se révolter contre les chrétiens orthodoxes russes pour revendiquer leur indépendance. Et c'est ce que les Occidentaux voulaient faire. Mais Poutine a vu vite le jeu. Il dit non, je dois mater ces Tchétchènes qui commencent à vouloir se révolter et à vouloir démembrer la Russie. Il les a matés. C'est là le père de Ramzan Kadyrov s'est mis ensemble avec l'armée russe. Et bien, lui, avant, il était dans la première offensive, il était rebelle, il s'opposait aux Russes. La deuxième offensive, il était obligé de se rallier aux Russes parce qu'il voyait que les rebelles perdaient du terrain. Lui, il s'est arrangé vite, il dit non, moi je change de camp, je suis maintenant du côté des Russes. Et il a aidé les Russes à prendre le contrôle de la Tchétchénie. Et les Russes ont dit, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui diriges la Tchétchénie. On te donne les moyens, tu vas reconstruire la ville. Et il est mort par un attentat. Quand il est mort, Poutine a choisi son fils, qui est Ramzan Kadyrov, pour dire, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui diriges la Tchétchénie. Et c'est comme ça. Donc la Tchétchénie est une république russe. Ça fait partie de la fédération de la Russie. Ce ne sont pas des gens qui sont quittés ailleurs. Parce que quand on dit non, les Tchétchènes sont les alliés des Russes. Mais vous parlez de quoi? Les Tchétchènes sont russes. Sauf qu'ils parlent, ils sont musulmans. Et ils ne sont pas chrétiens orthodoxes. Et les Tatars aussi, en Russie, là, ils sont aussi musulmans. En Russie, il y a 30% de la population russe qui est musulmane. C'est des gens, ils croient à l'islam. Ils sont 30%. Et les 70% sont orthodoxes. Il y a d'autres, bon, 10% bouddhistes. Voilà, il y a aussi des bouddhistes. Hein, ne pensez pas que c'est musulmans et chrétiens seulement. Il y a des bouddhistes, il y a des trucs, et le reste, au moins, je pense que 60% est chrétien. Il y a 30% musulmans, il est bouddhiste, et il y a d'autres trucs. Il y a d'autres qui ne vont pas voilà, qui ne croient pas en Dieu. Et voilà, les athées, et il y a les bouddhistes, il y a d'autres religions encore. Et donc, c'est comme ça. C'est multiculturel, la Russie. C'est multiculturel, la Russie. Donc, vous devez comprendre cela. Et ce qui se passe en Ukraine, je tire mon chapeau à Vladimir Poutine. Parce que tous les duels qu'il a faits envers les Occidentaux, il n'a jamais perdu un seul duel. Depuis qu'il est au pouvoir, voilà pourquoi les gens le détestent. Voilà pourquoi les gens veulent sa mort. Voilà pourquoi les Occidentaux lui attribuent toutes sortes de maladies. Oh, il a Parkinson. Oh, il a tumeur. Oh, il a été opéré. Oh, mais il va mourir bientôt. Oh, c'est cela. Et puis, ils sont là, lui attribuer tout ce qui est mauvais sur la terre. Ah non, c'est le sosie de truc. Poutine, c'est pas Poutine lui-même. Hein. C'est une statuette qui est là. Ils ont donné... Il y a des gens, ils vont jusqu'à dire de tel truc délit. Ils délient. Et ils mentent sur le truc, le monsieur. Mais Poutine, il est là. C'est quelqu'un qui a un sang-froid. C'est pas quelqu'un qui invente en guerre.
Poutine, avant d'agir, il réfléchit 1000 fois, il calcule. Il n'agit pas parce qu'il faut agir. Non, 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 non. Ce n'est pas quelqu'un qui est excité, comme les Occidentaux. Ils sont agités, ils sont excités comme comme une diarrhée. Non, 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 non. Poutine, c'est quelqu'un, c'est un dirigeant qui est très sage. Avant d'agir, là, il réfléchit. Il calcule. Est-ce que si je m'engage, est-ce que je vais m'en sortir victorieux ou je vais sortir perdant? Parce que c'est la nation russe qui est mise en truc, à l'épreuve aux yeux de l'humanité tout entière. Donc, il ne peut pas engager la Russie dans un duel avec l'Occident et voir que la Russie perd. Mais ça va rester dans l'histoire. Et donc, lui, en tant que dirigeant russe, quand il l'appelle quelque part, avant d'agir, il regarde bien. Il dit, est-ce que si j'agis là, est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre? Si je perds là, la Russie a perdu. Et donc, ça va rester dans l'histoire de la Russie. Ce n'est pas une bonne image. Si je gagne, c'est la Russie qui a gagné. Ça reste dans l'histoire. Et donc, quand il invite, il calcule, il te pose autant de questions pour mieux comprendre. Quand il sait que, il voit ses spécialistes, ses conseillers. S'il lui demande, ah, monsieur le président, oui, on peut gagner. Il dit, bon, j'engage mes forces. J'engage mes forces. Et quand il engage ses forces, il ne recule plus. Quels que soient les problèmes, il ne recule pas. Voilà pourquoi avant que la Russie n'agisse dans un pays quelconque, il pose des conditions, plusieurs conditions, parce que quand eux, ils s'engagent, ils ne reculent pas. Quelles que soient les difficultés, ils sont avec toi. Ce sont des partenaires fiables. Ils sont sérieux. Quand la Russie dit « je te soutiens », sache qu'ils te soutiennent. Ils ne vont pas te laisser tomber. Ce n'est pas la Russie d'avant, ce n'est pas l'URSS. Cette Russie-là, c'est une Russie nouvelle qui veut arranger son image aux yeux du monde entier. Ce n'est pas une Russie qui veut montrer autre chose. Non, une Russie qui veut montrer une autre réalité du monde. Donc cette Russie-là, quand tu es en partenariat avec elle, elle ne te laisse jamais tomber. Quels que soient les problèmes, même si elle perd ses soldats sur le terrain, elle ne t'abandonne pas. Elle ne dit pas que non, à cause de toi, je perds mes soldats. À cause de toi, mes soldats meurent par milliers. Et donc, je vais fuir. Non, 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 non. La Russie ne fuit pas. En Libye, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Mais est-ce qu'ils ont lâché Haftar? Ils n'ont pas relâché Haftar. Donc, en Libye, là, il y a deux camps. Il y a le camp de Tripoli qui est soutenu par les Occidentaux. Il faudrait que ça soit clair par Washington et tout. Et il y a le camp d'Haftar. Mais c'est la Russie qui soutient Haftar. Mais malgré cela, elle a perdu beaucoup de trucs de soldats. Mais elle n'a pas abandonné Haftar. Ça permet à Haftar, le général Haftar, de contrôler une grande partie des trucs de la Libye. Et il est toujours dans le jeu politique. C'est ça au Mali aussi. La Russie dit, je m'engage auprès des Maliens. Et les Français, ils ont compris qu'eux seuls, ils ne peuvent pas. Quand les Russes s'engagent, la France seule ne peut pas. Pour agir, elle doit agir au nom d'une coalition de l'OTAN. Même les Américains, eux seuls, ils ne peuvent pas. Et donc, ils agissent au nom d'une coalition OTAN. Ils parlent au nom de l'OTAN. C'est une honte pour eux. C'est une honte pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils sont des pays industrialisés, des pays forts, puissants. Mais lorsqu'il s'agit de la Russie face à eux, pour agir, ils sont obligés d'agir dans une alliance globale. Parce que one by one, sur le terrain, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et puis c'est une vérité. Même l'Amérique seule, l'Amérique menace. L'Amérique, on ne dit pas que les Américains vont agir seuls face aux Maliens. Non. Non, on va agir, l'OTAN va agir. Ils parlent au nom de l'OTAN. Mais vous, Américains, vous êtes une puissance nucléaire. Ils ont dit, vous êtes la première puissance du monde. La Russie est la deuxième. La Russie soutient le régime du Mali. Et a un partenariat avec le Mali. Mais, ok, il n'y a pas de souci. Si vous détestez tant le régime malien, et que vous, ça vous énerve, et que votre truc, comment on appelle ça? Vos intérêts sont en jeu. Mais en tant qu'Américains, agissez en dehors de l'OTAN. Vous allez affronter les Russes sur le terrain. Mais non, on va agir, l'OTAN va agir. Vous comprenez? Donc quand ils parlent au nom de l'OTAN, ce n'est plus l'Amérique seule. Parce que pour ne pas se faire humilier, elle va se cacher derrière les Occidentaux, plus elle-même. Donc ça sera plusieurs pays qui sont au nombre de 30. Donc, une coalition de 30 pays, chaque pays va donner ses soldats des matériels militaires et tout pour
agir au Mali face aux Russes. Mais je tiens à souligner qu'il ne faut pas, les Maliens vont se quinter. Ils vont beau gueuler, ils ne peuvent pas intervenir militairement pour enlever le régime du Mali. Ils savent que les Russes sont là-bas. Ils savent que la Russie a des hommes qui surveillent les autorités maliennes. Donc intervenir militairement et tuer ces soldats russes, c'est une déclaration de guerre face à la Fédération de Russie. Il faudrait que ça soit clair. Parce que eux, tout ce qu'ils peuvent faire, ils vont soutenir les bandits, les terroristes, ouais, pour agir. Et puis eux, ils vont se cacher. Pour ne pas que la Russie dise que non, c'est vous. Voilà, c'est tout ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire ils vont multiplier le banditisme, hein, le terrorisme au Mali là-bas. Ils vont soutenir des bandits, leur donner des dollars, hein, des armes, des explosifs pour dire allez-y, vous explosez, semez le chaos. C'est tout ce qu'ils vont faire. Donc les Maliens doivent s'attendre, hein, à des hostilités de plus en plus grandioses sur le territoire malien. Est-ce que vous comprenez? Ils vont financer des bandits. Quand on vous dit c'est eux qui financent ces bandits à travers le monde, personne ne croyait. Vous pensez qu'un terroriste, quelqu'un il va aller se faire exploser pour rien? Au nom d'une idéologie, Allah. Non. Ces gens qui agissent comme ça, on leur donne l'argent. Soit ils ont déjà reçu le jeton, ils donnent ça à leur famille, et puis on les incite au nom de trucs d'une croyance pour faire n'importe quoi. Mais avant ça, ils reçoivent le jeton. Il y a d'autres, ils s'en vont, ils rentrent dedans parce qu'il y a l'argent. Mais pour dire, eux, autant, mener une opération, c'est-à-dire militaire, face de l'OTAN, face aux autorités maliennes, ils ne peuvent pas. Dormez tranquille. Sur ce côté-là, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas agir de la sorte. S'ils veulent agir, c'est qu'ils vont financer des gens, des groupes terroristes, pour semer le chaos, le bordel, hein, au Mali, pour dire, vous les Maliens là, vous pensez que les Russes pouvaient faire quelque chose? Voilà, les Russes sont là-bas, ils n'arrivent même pas à faire. C'est tout ce qu'ils vont faire. Ils vont même manipuler les Russes, les Maliens. Ils vont utiliser les Maliens pour semer le chaos dans leur propre pays. Est-ce que vous comprenez? Et quand les Russes vont agir, arrêter certains Maliens qui seront impliqués dans ça, ils vont dire, oh, les ONG vont sortir pour dire, oh, ils s'apprennent aux civils, ils tuent les civils, et faire une propagande pour dire crime contre l'humanité. Et ils vont dire, oh, les autorités commettent des crimes, ces pays. Donc, vous comprenez, ils vont utiliser tout ça pour faire peur aux autorités et pousser les Russes à ne pas agir. Et intimider les autres États africains. Pour dire, ben, vous voyez, quand les Russes ils viennent dans un pays là, ils tuent les populations. La population civile, ils sèment le chaos, ce n'est pas des gens qui sont professionnels. C'est ça l'objectif. Pour empêcher les autres États africains, ou bien le reste du monde, d'appeler encore les Russes sur leur territoire, ou bien mettre les autres États devant les faits accomplis pour dire les Russes, ils ne peuvent pas lutter contre le terrorisme. Et que si ce n'est pas eux, les forces de l'OTAN, capables de lutter contre ça, aucune autre force, aucune autre puissance n'est capable de lutter contre ça. Et c'est ce qu'ils font. Et quand les Maliens vont voir que non, beaucoup de Maliens meurent beaucoup, il y a plusieurs attaques, ils vont se révolter. Les Russes pâtés, les Russes pâtés, les Russes sont nuls. Nous, on veut un truc en Amérique, on veut l'Amérique. Et puis, ils vont débarquer là-bas. Quand ils vont débarquer là-bas, ils ne vont plus jamais partir. Jamais. Le terrorisme sera toujours là-bas. Ils vont les financer et ça va leur donner le prétexte de se maintenir là-bas. Ils vont agrandir même leurs bases militaires. Ils ne vont plus jamais partir. Si vous leur demandez de partir, ils vont tirer sur vous. Et ça n'ira nulle part. Aucune ONG ne va les dénoncer. Aucun ces pays ne va les poursuivre. L'ONU même ne peut pas parler. Parce que pour eux, ils sont les maîtres du monde. Et c'est là les Maliens vont avoir leurs yeux pour pleurer. Pour dire, ah, si on savait. Mais c'est déjà trop tard. Et ils vont profiter pour faire des coups d'État, pour mettre des régimes qui sont inféodés à la cause, hein, à la cause atlantiste. Et c'est fini pour les Maliens. Donc, ne vous inquiétez pas, Maliens. Faut pas, les autorités vont s'inquiéter. Ils ne pourront pas lancer une opération militaire au Mali. Non, non, non. Vous savez, les puissances se respectent. En Ukraine, pourquoi ils ne se déclarent pas officiellement en guerre contre la Russie? Pourquoi ils n'amènent pas des soldats officiellement? Ils sont obligés de se cacher tout le temps. Pour dire que ce sont les Ukrainiens. On sait qu'eux-mêmes, ils vont là-bas. Quand on arrête leurs soldats,
leurs forces spéciales, ils disent non, ce sont des volontaires. Est-ce que vous comprenez? Ils ne disent jamais que c'est l'OTAN qui les a envoyés là-bas, de peur de voir la Russie dire, ah, donc l'OTAN est en guerre contre la Russie. Donc quand ils arrêtent les forces de l'OTAN qui sont sur le terrain en Ukraine, ils disent non, ce sont des volontaires. Ah, ils vont dire, ah non, lui là, il est marié à une femme ukrainienne, donc il défend la cause ukrainienne. Ah, lui là, sa copine, c'est une Ukrainienne. Et ils sont comme ça, de peur de voir la Russie dire, ah, donc l'OTAN est en guerre contre la Fédération de Russie. Parce qu'ils ne peuvent jamais faire ça officiellement. Officiellement, dit on envoie des forces militaires en Ukraine face à la Russie, ils ne peuvent jamais, même dans leurs grands rêves, même s'ils sont dans un grand coma, ils ne peuvent jamais le faire. Ils ont beau remuer ciel et terre, ils ne pourront jamais le faire. Déclarer officiellement, pour dire à partir d'aujourd'hui, l'OTAN intervient en Ukraine. Dans les 24 heures qui suivent, ils savent que ça va dégénérer. Les missiles vont pleuvoir sur toute la terre. Ils savent, partout où se trouve leur base militaire, ça sera des cibles potentielles. Que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie, même sur le territoire russe, même sur le territoire européen, il y aura des missiles qui vont traverser dans l'espace pour frapper partout, sur tout le globe. Et ils sont conscients. Donc, eux, ils ne sont jamais préparés à une telle guerre où des missiles, des gros missiles, des petits missiles, des moyens missiles vont survoler de partout. Ils ne sont pas préparés à ça. Toujours, ils affrontent les petits États. Mais un État comme la Russie, qui a des alliés comme la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, et j'en passe, le Venezuela, le truc comme l'Argentine, le Nicaragua, le truc comme le Cuba, et j'en passe, l'Afrique du Sud. Écoutez, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, quand ils voient ça, qu'en déclenchant une guerre, ça peut dépasser leur entendement. Ils ne connaissent même pas la position de l'Inde. Est-ce que l'Inde va être du côté occidental ou bien va se venger face aux Anglais qui les avaient colonisés? Est-ce que l'Inde va dire, bon, je me mets du côté de Moscou? Est-ce que le Pakistan va suivre les Américains? Ou est-ce que le Pakistan va rester neutre? Ou bien s'arranger du côté de la Chine? Ils ne savent même pas. Et donc, ils ne savent pas. Ils calculent, ils se demandent. Eux, ils voient la Russie seule. Mais derrière la Russie, là, est-ce qu'ils ont compté le nombre de pays qui se cachent derrière la Russie? Et c'est tout ça là, ils calculent. Et puis ils disent, on peut faire nos trucs là, mais un peu de retenue. Et puis rien n'est sûr que si jamais leur coalition lance une opération de grande envergure, rien n'est sûr qu'ils puissent prendre le contrôle de la Russie. 17 millions de kilomètres carrés. Pour prendre un tel pays, envahir tout le pays. Mais ils savent combien de trucs d'hommes ils vont perdre. C'est-à-dire eux-mêmes, ils vont... Et puis, s'il y a une guerre officielle, mais les russophones qui sont dans les pays membres de l'OTAN, mais vous pensez que ces gens-là, ces Russes-là, ils vont rester là? À un moment donné, ils vont prendre position. Ils vont dire, nous, on défend la Russie. Et ça sera le chaos dans leur propre nation. Est-ce que vous comprenez? Lituanie, l'Estonie, il y a des Russes là-bas aussi. Ils sont maltraités. Mais s'il y a guerre qui est déclenchée, l'OTAN face à la Russie, mais des populations qui se trouvent au sein des pays membres de l'OTAN même vont se révolter. Ou bien ils vont être même les espions des Russes. Pour mener des actes de sabotage. Donc, on sait tout ça. On sait tout ça. Voilà pourquoi ils ne franchissent pas le pas. Et ils savent que, côté nucléaire, là, ils vont beau chanter. Nous aussi, l'OTAN, on a le nucléaire. Oui, vous avez le nucléaire. Mais la Russie est la première puissance nucléaire du monde. A plus de têtes nucléaires, y compris tous les pays membres de l'OTAN associés. C'est-à-dire, tu prends à Israël, tu fais plus les têtes nucléaires d'Israël, plus les têtes nucléaires de l'Angleterre, plus les têtes nucléaires de la France, plus les têtes nucléaires de l'Amérique. La Russie les dépasse en nombre. Et donc, ils sont pas bêtes. La Russie les dépasse en nombre. La France a au moins, je ne sais pas, 300 têtes nucléaires. L'Angleterre, c'est au moins 250. Ça ne vaut même pas 1000. La Russie, elle seule, a 6000 têtes nucléaires. Ça veut dire les missiles que la Russie a utilisés, les missiles de croisière, c'est 2000 missiles. Depuis le début de l'opération en Ukraine. Ça ne fait même pas encore 3000. Donc, imaginons que ce que la Russie utilisait, les missiles de croisière, pour frapper toute l'Ukraine, c'était des missiles nucléaires que la Russie utilisait.
pour frapper. Mais vous pensez que Kiev allait encore rester là? 2000? Non, ils ont jusqu'à 6000. Les Américains ont 5000. C'est pas 6000, ils ont 6000 quelques poussières. 6000 quelques trucs. Donc, ils savent que quand ils additionnent les missiles nucléaires, France, 300. Angleterre, 250. Ça fait même pas encore 1000. Donc, ça fait 550 missiles. Israël, je pense que c'est 280. Ça fait même pas encore 1000 missiles nucléaires. Plus les 5000 de trucs, de trucs hein, des Américains. Ça vaut même pas 6000. Est-ce que vous comprenez? Oh, la Russie a 6000, beaucoup. 6000 quelque chose. 100 quelque chose, ou bien 200 quelque chose. Donc, ils savent que la première puissance militaire nucléaire, c'est la Russie. Y compris si on ajoute les Chinois qui, eux, ils ont aussi leur tête nucléaire qui s'ajoute, la Corée du Nord qui s'ajoute. Vous pensez qu'une guerre d'une telle grande envergure, les Européens peuvent encore résister, rester encore? Non. Non seulement leur continent est petit, leurs pays sont petits, mais c'est clair, leurs pays sont petits. Ils ont un petit continent. Mais des frappes de trucs, de gros suppositoires sur leur territoire, mais rien ne va encore rester. Parce que les parties qui vont rester là, les parties qui sont infectées seront inhabitables. Inhabitables, c'est ça aussi. C'est quand il y a le nucléaire quelque part, personne ne va habiter là. Ça va infecter partout. Donc quand il va pleuvoir, l'eau va ruisseler. C'est-à-dire l'eau va couler, mais ça va épapier le nucléaire partout. Donc même pour boire l'eau, ça sera un problème. Donc les villes qui ne seront pas atteintes, ces villes-là, vraiment, seront bourrées de trucs d'hommes. Et ces gens-là ne pourront pas bien vivre. Il y aura manque de logement. Les parties qui seront atteintes, mais ça sera des grandes parties. Et ça, ce sont des milliers d'années avant de réhabiter ces parties-là. Or, la Russie, c'est 17 millions de kilomètres. C'est 17 millions de kilomètres. Même si certaines parties, il y a assez de neige, ils sont habitués dans la neige. Ils sont habitués à vivre dans la neige. Donc, ils peuvent aller habiter dans des coins, même qui neige. Le Japon, c'est un petit pays. Ce sont des petites îles là. À quoi deux bombes nucléaires, les Japonais ont arrêté vite fait. Imaginons qu'ils veulent agir, les Russes ont dit, les Américains, eux, c'est 2, ils ont lagué. Mais nous, là, on va laguer 20 sur votre territoire et puis le Japon ne va plus jamais exister. Vous pensez qu'ils vont bouger? Si les menaces, si vous bougez, c'est 20 bombes, on va laguer sur votre territoire. Les Américains, c'est 2. Et puis vous avez soulevé le drapeau blanc. Nous, là, c'est 20. Ou bien c'est 100 suppositoires à mettre truc au Japon. Si vous voulez vivre aussi vos petites îles japonaises, là, alors restez tranquille. Ne vous mêlez pas de ça. Les Japonais vont rentrer. Ils vont rester dans leur coin, vite fait. Ils vont rester dans leur coin, vite fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il y a certaines choses. Les Occidentaux vont beau parler, mais ils connaissent leurs limites. Ils connaissent leurs limites. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas une question d'Ukraine. L'Amérique défend son hégémonie monétaire. C'est la question du dollar qui est en jeu en fait. Les Américains ne veulent pas perdre. Parce que les Chinois et les Russes sont en train de créer des systèmes parallèles pour contourner l'hégémonie du dollar. Mais lors de la réunion de ces pays membres de l'OTAN, on désignait la Russie et la Chine comme ennemis numéro 1. Mais pourquoi ils ont désigné la Chine et la Russie? Parce que ce sont ces deux pays-là qui vont à l'encontre du système SWIFT du monde, qui vont contre le dollar. Et ils mettent des systèmes sur pied pour contourner le dollar. Et c'est ça les Américains ne veulent pas. C'est ça les Occidentaux ne veulent pas. Parce que dès lors que le dollar ne sera plus la monnaie unique du monde, la monnaie unique de transaction du monde, alors la puissance de l'Occident diminue. L'Occident perd totalement sa puissance, ne peut plus influencer le pays. Pourquoi l'Occident influence encore le monde? L'Occident influence le monde parce qu'il n'y a pas un grand système parallèle qui va aller contre le système SWIFT. Et donc, lorsque tu ne veux pas respecter les Occidentaux, ils utilisent l'arme monétaire pour dire on te sanctionne, on va bloquer tes biens. Et dès lors que tu es menacé, ils sont convaincus que ta population va se révolter
Parce que, écoute, les banques seront paralysées, tu ne pourras pas vendre tes marchandises sur le marché global parce qu'ils t'ont écarté de ce système. Et ils contrôlent cette monnaie, le dollar. Donc, du coup, tu es obligé d'enlever ta culotte devant eux. Tu es obligé de baisser la garde. Tu es obligé de te soumettre. Et eux, chaque transaction que tu fais, chaque dollar qui est utilisé, ils ont des tasses. Et ces tasses-là, ça leur permet de remplir leur caisse. Et donc, du coup, ils deviennent riches. Nous, on se pose des questions. Mais comment se fait-il que leur sous n'est pas riche et tout, et puis ils ont beaucoup d'argent? Mais oui, c'est à cause du système bancaire, le système SWIFT. Chaque truc en transaction, chaque truc, monnaie que tu prends pour envoyer. Est-ce que quand tu fais transfert Western Union, on ne te prend pas, tu ne payes pas des tasses? Est-ce que tu ne payes pas? Tu payes, non? On dit, bon, frais de trucs d'envoi. Mais quand tu payes, l'argent là, ça va où? L'argent là, ça va où? Mais ça va chez les Occidentaux. Et à travers le monde comme ça, chaque virement bancaire que tu fais, ils ont des taxes sur ça. Et donc ça leur donne par jour, c'est des milliards qui tombent dans leur caisse. C'est des milliards, ils n'ont pas besoin de vendre l'or pour avoir des milliards. À travers ce système, ils gagnent des milliards. Ce sont les Américains qui contrôlent. Mais les Européens, on leur part de trucs, on leur part. Donc les Américains donnent la part des Européens et les Américains gardent la grande partie. Voilà pourquoi le dollar, ils peuvent imprimer le dollar comme bon leur semble. Parce qu'ils savent que chaque transaction qui est faite dans le monde, la CIA contrôle. Donc même si tu te caches et tu payes quelque chose à travers le système bancaire, la CIA est au courant que tu as payé telle chose. Voilà pourquoi on dit CIA, c'est le plus grand service de renseignement du monde. C'est à cause de ce système. Mais dès lors que tu fais des transactions en dehors du système, la CIA n'est pas au courant de quoi que ce soit. La CIA ne peut plus te contrôler. Les Américains ne peuvent plus avoir le regard sur toi. Et c'est ce système-là qui est mis en cause. C'est ça la bataille. Voilà pourquoi ils veulent affaiblir la Russie. Parce qu'une Russie affaiblie ne peut plus continuer à vouloir défier le dollar, ne peut plus continuer à vouloir écarter le dollar. Et une Russie affaiblie va se soumettre au dictat européen. Et ça va permettre à l'Europe de maintenir son hégémonie dans le monde. Donc ils voient que la Russie et la Chine, ce sont deux grandes puissances. Une puissance monétaire et une puissance militaire qui est la Russie. Et même la puissance militaire chinoise augmente de façon exponentielle, à une vitesse incroyable. Et cela inquiète les Occidentaux. Chaque 2 ans, la Chine fabrique un truc, comment on appelle ça? Un porte-avions. Chaque 2 à 3 ans, la Chine fabrique un porte-avions. Ce qui n'est pas le rythme des Américains. Ce que les Occidentaux ne peuvent pas. Chaque 1 an, la Chine fabrique des bateaux de guerre. Ce qui n'est pas le rythme des trucs des Occidentaux. Et donc la marine chinoise grandit de jour en jour. Les Russes, eux, ils ont dit, bon, ils ne vont pas miser sur l'histoire de porte-avions. Eux, ils misent plutôt sur les sous-marins. Donc les Russes, eux, ce sont les sous-marins qui construisent beaucoup. Ils adorent les sous-marins que les navires de surface. Et la Russie a été le premier pays à avoir le plus gros sous-marin du monde qui pouvait transporter des milliers de trucs d'armes nucléaires au monde. L'histoire de Kursk, si vous avez appris ça, et tout, c'était les gros sous-marins du monde, jamais égalés. Les Russes, eux, ils adorent les sous-marins. Les Américains, ils font les sous-marins, mais ils adorent les porte-avions. Les Chinois aussi, ils adorent les porte-avions. Donc voilà, chaque pays a sa spécialité et a sa spécificité. C'est très important. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme la Russie a été écartée du système SWIFT, les Africains doivent faire attention. Parce que là, il s'agit de la défense. Oui, il s'agit là de la défense. Parce que les pays européens, en aucun cas plutôt, ne peuvent accepter de vendre des armes de haute précision aux pays africains. Il faudrait que ça soit clair. Parce que le souhait des Occidentaux, c'est de voir les Africains avoir une armée faible. Leurs armées sont faibles.
pour que, au cas où il y a du terrorisme ou des coups d'État, pour que ça puisse bien fonctionner. Pour qu'ils puissent envoyer dans ces pays africains-là des bases militaires pour représenter l'armée de ces pays-là à travers l'arrivée de l'ONU, à travers leurs bases militaires. Pour dire, bon, nous, on est là, on va assurer la sécurité de ce pays, ou bien de ces pays africains. Donc, si les pays africains ne peuvent plus acheter des armes aux mains des Russes, parce que le système de paiement des pays africains, c'est le système SWIFT. Or, la Russie ne fait plus partie de ce système. La Russie n'utilise plus ce système. Ce qui va empêcher les pays africains de s'armer auprès de la Russie. Est-ce que vous comprenez ma logique? Où est-ce que je vais en venir? C'est-à-dire les pays africains qui se faisaient armer par la Fédération de Russie ne peuvent plus s'armer auprès de la Russie. Parce que pour payer là, auprès de la Russie, nos pays africains n'ont pas d'autre système de paiement en dehors du système du paiement occidental. Et donc, ce qui va empêcher ces pays africains de faire du business avec la Russie. Donc, ils ne peuvent plus s'alimenter en armement. Ils ne peuvent pas payer certaines choses. Et donc, tout ce qu'ils doivent payer, ça sera chez les Occidentaux. Et je ne vois pas l'Occident vendre certaines armes ou certains armements aux pays africains. Ils vont les empêcher. Ils vont leur donner des trucs, des armes des années 60, des années 80, pour dire débrouillez-vous avec. Et puis eux, ils vont conserver les armes de nouvelle génération. Parce que s'ils vendent les armes de la nouvelle génération aux Africains, ils ont peur que ces Africains deviennent forts militairement parlant. Et demain, ces Africains leur causent beaucoup de problèmes. Et donc eux là, ils ne voient pas ça. Ils vont empêcher les Africains d'être militairement puissants. Comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire sur le territoire africain. Or, ils savent que la Russie et l'Europe sont en un grand défi. Donc, les pays africains qui vont demander des armes aux Russes, les Russes ne vont même pas hésiter à leur donner. Des armes de nouvelle génération, les Russes ne vont pas hésiter à leur donner. Donc, en écartant la Russie du système SWIFT, les Européens veulent s'accaparer du marché de l'armement en Afrique. C'est-à-dire, ils vont obliger les pays africains de payer leurs armes chez les Européens. En retour, les Européens vont vider leur vieux stock des années 60-50 pour donner ça aux Africains. Et nous, on va faire malin avec. Et le jour où ils ont envie d'intervenir, ils vont intervenir parce que rien ne peut les empêcher d'intervenir. Ils savent, ils connaissent la qualité de nos armes, ils savent comment ça fonctionne, à quelle distance ils vont s'arrêter, pour ne pas que, si on tire sur eux, pour ne pas que ça les atteigne, ils connaissent tout ça. Et donc, ils peuvent intervenir, faire n'importe quoi dans nos différents États. C'est très important que les Africains rentrent dans la nouvelle danse. Les Africains doivent aussi accepter le système parallèle mis sur pied entre la Chine et la Russie. Ils doivent accepter ce système-là dans leur pays. On ne sait jamais. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour dire si je savais. Parce que les Occidentaux, ils n'hésitent pas à utiliser l'arme monétaire. Et donc, dans un pays sérieux, qui se dit sérieux pour ne pas être surpris demain, il doit avoir au moins plusieurs systèmes de paiement. Au cas où on met la pression sur toi de l'autre côté, il y a échappatoire de ce côté. Tu sais qu'il y a un autre système qui peut te permettre à toujours vivre, à faire rouler ton pays. Est-ce que vous comprenez? L'Égypte vient d'accepter le système parallèle russe. Parce que les Égyptiens payent leurs armes chez les Russes. Ils payent du blé chez les Russes. Et donc, ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire, le président Al-Sisi ne pouvait pas rester là les bras croisés. Parce que c'est ce que les Américains voulaient. Ne plus commercer la Russie, ne plus faire quoi que ce soit la Russie. Mais Al-Sisi, quand il voit, il dit, l'Égypte, je ne peux pas uniquement commercer avec les Occidentaux en écartant la Russie. Parce que ceux qui avaient aidé les Égyptiens face à la guerre d'Égypte et puis Israël, c'était les Russes. L'Union soviétique qui avait apporté son soutien à l'Égypte. Les Occidentaux, eux tous, les Américains, ils étaient avec Israël. Donc les Égyptiens n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié que la seule nation qui avait aidé l'Égypte, c'était l'URSS. Et quand
les Occidentaux, c'est-à-dire la France, avait mis une base militaire pour occuper l'Égypte. Mais c'était l'URSS qui avait menacé la France. Pour dire, elle donnait 48 heures à la France pour enlever ses bases militaires en Égypte. Dans le cas contraire, les missiles nucléaires vont pleuvoir sur la France. Et l'URSS était déterminé. C'était Nikita quoi là, qui était le dirigeant de l'URSS. Et il était déterminé. Il voulait en découdre avec la France. Les heures qui ont suivi, la France appelait pour dire on enlève nos bases militaires en Égypte. Ils ont démantelé leurs bases militaires. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, en Égypte, il n'y a pas une base militaire étrangère là-bas, en Égypte. Sinon, ils voulaient occuper l'Égypte de la manière ils occupent les autres pays de l'Afrique. Ils voulaient occuper ça. Mais l'Égypte était très importante aux yeux de l'URSS. Et l'URSS ne voulait même pas qu'il y ait une base militaire de l'Occident en Égypte. A menacé de déclencher une guerre face à la France si la France n'enlevait pas ses bases militaires dans les 48 heures. Et avait déjà mobilisé l'armée soviétique, avait déjà mobilisé toutes les armes nucléaires, que ce soit les sous-marins, partout, pour positionner ça. Il était prêt à attaquer. La France a appelé pour négocier immédiatement et enlever ses bases militaires. C'est ça. Donc, l'Égypte aujourd'hui, même si c'est l'Amérique qui aide les Égyptiens sur le plan financier et tout, mais les Égyptiens ne veulent pas rompre leur lien avec la Russie. Donc, le président Al-Sisi a signé un contrat avec la Russie pour utiliser le système russe, c'est-à-dire la monnaie nationale égyptienne et puis la monnaie. Donc le rouble et la monnaie égyptienne seront utilisés pour faire leur transaction, leur business. Ils n'ont plus besoin du dollar. L'Inde l'a fait, la Chine l'a fait, l'Iran vient de le faire. Et les pays qui étaient les anciens pays membres de l'URSS qui sont à côté là, la Biélorussie, le Kyrgyzstan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, tous ceux-là, ils sont déjà dans le même système avec la Russie. C'est-à-dire, ils font leur échange dans leur monnaie nationale avec la Russie en utilisant un système parallèle. Donc, ces pays ont deux systèmes, le système SWIFT et le système russe et chinois. Mais les Saoudiens, ils font de même. C'est-à-dire, ils utilisent le yuan, le dinar saoudien. Donc, les Chinois, quand ils payent pétrole en Arabie Saoudite, ils ne payent plus en dollars, ils payent ça en yuan. Les Saoudiens, quand ils veulent faire du business avec les Chinois, ils payent leur dinar pour payer, ils ne payent plus avec le dollar. Donc, ils sont là dédollarisés, le commerce international. Ils sont là à mettre autre système sur pied, c'est-à-dire, quand tu as ta monnaie locale, tu utilises ta propre monnaie pour faire commerce avec l'autre. Tu n'utilises plus le dollar. Et c'est ce que les Américains détestent. C'est ce qu'ils sont prêts à aller déclencher une guerre parce qu'ils ne veulent pas perdre leur hégémonie. Voilà pourquoi ils sont là. Et ça, c'est Poutine qui est en train de mettre cette idée-là. C'est Poutine qui est en train de pousser la Chine parce que c'était sur pied. Mais les Chinois traînaient. Les autres pays traînaient. Mais à cause de cette histoire de affrontement de l'Ukraine, Poutine a envoyé Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, pour demander aux autres pays d'accélérer le mouvement. Et ils ont commencé à accélérer. Et donc, voilà pourquoi les Occidentaux, ils disent, mais si Poutine meurt là, le nouveau dirigeant ne va plus faire la politique de Poutine. Ça va prendre fin. C'est-à-dire, l'offensive diplomatique que la Russie est en train de mener, les Occidentaux, ils n'arrivent pas à contrecarrer ça. Et ils voient que de jour en jour, il y a beaucoup de pays qui font maintenant leur business. Hein? Quand ce n'est pas l'Occident, ils utilisent leur propre monnaie locale. Quand c'est avec l'Occident, c'est là qu'ils utilisent le dollar. Donc, ils comprennent que l'hégémonie du dollar commence à diminuer. Et ceux qui sont à la base, c'est Xi Jinping et Poutine. Ils se disent, ces deux gens-là, ils ont eu de menaces. Voilà pourquoi ils rêvent même de voir Poutine mourir. Parce que pour eux, si Poutine meurt, alors bon, ça ne va plus continuer, ça va s'arrêter. Mais c'est un mauvais calcul, c'est déjà lancé, c'est lancé. Donc, nous, pays africains, on fait comment? Est-ce qu'on reste là muet, bouche bée? On fait comment? Et puis nos étudiants qui sont en Russie, comment leurs parents, leurs familles vont leur envoyer de l'argent? Mais à un moment donné, c'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre. Nos pays africains, il y a des trucs, des accords, non? D'études entre la Russie et certains pays africains. Bon, ton enfant, il va en Russie. Tu ne peux pas utiliser le système. Tu fais comment pour lui donner l'argent?
Et les enfants vont mourir là-bas de faim. Mais nos États doivent prendre des décisions. Coopérer avec la Russie en utilisant le système russe. Comme ça, si les enfants des pays membres de l'Afrique s'en vont étudier en Russie, il y a une autre façon d'envoyer l'argent en Russie pour que ces enfants-là reçoivent ça. Il y aura une autre façon de commander des armes en Russie pour que ces armes arrivent sans aucune sanction occidentale. Parce que le paiement sera autre que le paiement qu'on a l'habitude de voir. Mais les pays africains, ils ne font rien du tout. Non, on est neutre. Mais vous êtes neutre et vous ne bougez pas vos fesses. Mais bougez vos fesses, mais dis donc. Les pays africains, ils doivent bouger les fesses. Le monde, c'est-à-dire, le monde est en train de se muter, le monde change, mais l'Afrique, on ne veut pas changer. La vision africaine reste. Non, on ne vous a pas dit de couper les liens avec les Occidentaux. On ne vous a pas dit de ne plus faire du business. L'Occident, non, l'Occident a son système. Les autres ont mis leur système sur pied. Mais vous, comme on fait partie du monde, mais il faudrait qu'on se retrouve dans tous les systèmes. Comme ça, on fait commerce avec n'importe qui dans le monde. On fait business avec n'importe qui. C'est pas quelqu'un de nous dire, on doit faire business avec lui là. Non, ne faites pas business avec lui là. Non, c'est à nous de décider avec qui on veut faire business, avec qui on ne veut pas. C'est pas à quelqu'un d'autre de nous dicter les règles du business mondial. C'est ça le problème. Et j'espère que les Africains vont comprendre. Mais je me pose des questions avec ce franc CFA. Est-ce que c'est possible? Puisque c'est la France qui contrôle tout. Est-ce que la France va accepter à ce que le franc CFA puisse rentrer dans le nouveau... C'est bizarre. Puisque le système SWIFT, confrontation, c'est entre la France, les pays membres de l'UE, l'Amérique et les autres, face à la Russie et la Chine. Maintenant, notre monnaie qui est fabriquée en Occident, est-ce que les Occidentaux vont permettre aux pays africains d'avoir un autre système parallèle et utiliser la monnaie qu'ils fabriquent pour nous là, utiliser ça pour faire business avec la Russie? Mais bientôt, bon, on dépend aussi des Chinois. Imaginons, il y a une confrontation avec la Chine. Ils enlèvent la Chine dans le système SWIFT. Et nous, on n'est pas dans le nouveau système. On fait comment pour survivre en Afrique? Parce que les Chinois, ils investissent beaucoup en Afrique. Hein. Ils misent beaucoup là-bas. Ils font beaucoup de choses. Ils nous vendent beaucoup de choses. Donc, les Africains, pour ne pas être les dédons de la face de ça, il ne faut pas, ils vont voir seulement la Russie. Ils n'ont qu'à voir l'avenir. Ils n'ont qu'à voir la vie de demain. Parce que de la manière, ça est sur la Russie. Mais demain, ça peut atteindre la Chine. Ça peut atteindre l'Inde. On ne peut pas se contenter de l'Occident seulement pour dire on va développer notre continent. À un moment donné, on doit traiter tout le monde. Si on veut se développer. Voilà, il y a un problème avec Taïwan. Imaginons que la Chine passe à l'acte demain. Les Occidentaux vont dire, bon, la Chine ne fait plus partie du système SWIFT, on les enlève dedans. Et nous, Africains, les Chinois, ils vont faire comment pour investir maintenant en Afrique? Si on n'a pas un autre système qui permet à la Chine de toujours nous donner de l'argent, de financer certaines choses ou de faire certains projets. On va être les dodons de la France, on va regarder l'accident, on attend. Réveillons-nous. On doit se réveiller. À un moment donné, c'est le moment de prendre des bonnes décisions. Et toi, la fille? Oui, oui, oui. La Russie est une vraie puissance. Parce que dans ce monde actuel que nous voyons, tous les pays qui ont été attaqués, les gens sont partis en coalition. Ils sont partis en coalition. Que ce soit l'Irak, l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'était même l'OTAN. L'Irak, l'Amérique et l'Angleterre, ils ont fait coalition avec d'autres pays pour aller attaquer. La Libye, c'était coalition. Le Vietnam, c'était coalition. Mais il n'y a que la Russie seule qui attaque un pays sans aucune coalition. Du jamais vu. Et même les Occidentaux, ils vont beau parler. Mais eux-mêmes, si tu leur demandes de citer un pays qui a une fois attaqué un pays grand comme l'Ukraine, armé comme l'Ukraine, seul, ils ne vont pas vous trouver le nom. Bon, l'Allemagne le faisait. Ça, c'était avant. Et ça a apporté les deux guerres qu'on a connues. L'Allemagne le faisait.
Donc si on veut regarder dans l'histoire, il n'y a que l'Allemagne et la Russie qui le font. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais pu faire quoi que ce soit. Il n'y a que l'Allemagne et la Russie, les deux pays du monde, qui ont pu faire ces genres d'opérations. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, c'est pas ça qui m'importe, mais ce sont les Africains là. Il y a d'autres qui disent, oh, mais la Russie, c'est pas important, on s'en fout. Oui, c'est important au niveau de l'armement. Parce qu'on paye nos armes chez les Russes. À moins qu'on dit, bon, on ne paye plus d'armes chez les Russes, on s'en fout, on va payer les armes occidentales. Ils vont nous vendre des vieilles armes, ils vont nous contrôler, et on va payer certaines armes même, ils vont mettre un embargo sur ça. Et si on n'est pas prêt, imaginons le jour où on déconne, ils mettent un embargo sur nous, on fait comment? Nos populations vont faire comment pour survivre? Dieu merci, Dieu nous donne l'opportunité d'avoir deux systèmes parallèles. Donc, c'est-à-dire, si on est dans les deux systèmes, même un embargo occidental ne peut plus affamer nos populations. Parce qu'on pourra faire du business avec d'autres pays en dehors du système bancaire européen. Parce qu'ils aiment bel et bien mettre des embargos sur les banques. Ils aiment bien, on a vu ça en Côte d'Ivoire. Hein. Autant de babos là, ils ont fermé toutes les banques. Mais si ce système parallèle existait, mais on allait dire, bon, on s'en fout. Les Ivoiriens, écoutez, changez de carte bancaire, prenez les cartes bancaires qui vont vous permettre de faire du business avec la Chine. Vous partez en Chine, vous pouvez faire des achats en Russie, en Iran, hein, en Inde et tout. Et puis, bon, les Ivoiriens, ils allaient s'orienter vers ces pays-là et laisser les pays occidentaux de côté. Mais ces systèmes n'existaient pas. Maintenant, ça existe. On fait comment? On va encore rester là? Ne rien faire, ne pas bouger nos fesses. Jusqu'à ce qu'un jour un embargo nous frappe. C'est là maintenant on va commencer à tourner dans tous les sens. Comment on va faire? Comment on va faire? À un moment donné, réveillons-nous. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui c'est la Russie, demain ça peut être la Chine. Après demain ça peut être l'Inde. Donc, au nom de l'Occident, on va se défaire de trucs, c'est-à-dire se séparer de ces grands pays. Mais non, c'est inadmissible. Même les Occidentaux, ils font tout, mais ils ne se séparent pas de la Russie. Hein. Vous savez que en matière de pétrole, de GNL, c'est-à-dire le pétrole qui est transporté par le navire. Non, le gaz plutôt. Le gaz qui est transporté par les navires. La France est devenue le premier importateur de trucs de c'est-à-dire, je te fais signe, je suis en ligne. La France importe son gaz de la Russie, malgré les trucs qui crient, hein, mais eux-mêmes, ils comprennent que sans le gaz russe, là, l'hiver, là, ils ne peuvent rien faire. Ils s'en vont chercher le gaz russe. Mais en même temps, ils vous demandent, les Américains aussi, ils ont levé les sanctions contre l'engrais. Pas les Occidentaux ont maintenu pour eux, mais les Américains ont levé. Parce que eux, leurs agriculteurs ont besoin de l'engrais russe. Parce que en Amérique, là-bas, ils ne produisent pas ça. C'est la Biélorussie et la Russie qui produisent l'engrais pour l'agriculture et tout. Les Américains ont levé ça. Ils s'en vont acheter beaucoup d'engrais pour amener. Même ils s'en vont prendre du pétrole. Est-ce que vous le savez? Les Américains, ils s'en vont toujours chercher du pétrole en Russie. Donc, ils vous demandent de ne pas faire, mais eux, derrière, ils font. Mais ils ne font pas un truc au tapage. Hein. Ils ne font pas du tapage. Vous avez le nickel. C'est qu'on prend pour fabriquer les avions. Mais la Russie fournit toujours à la France. Vous ne le savez pas. Oui, sans ça là. Mais la France ne va pas faire d'avions. Donc la Russie fournit toujours aux Français pour leur permettre de fabriquer leurs avions. Vous savez, l'uranium enrichi, pour que les centrales nucléaires françaises fonctionnent, ils s'en vont chercher ça toujours en Russie. Et les États-Unis prennent leur uranium enrichi, 40% d'uranium enrichi américain, là, ça vient de la Russie. Ils s'en vont prendre ça toujours. Mais nous, pays africains, ils disent, oh, ne faites pas business, on vous sanctionne, on vous contrôle. Mais eux, ils continuent. C'est comme ça ils ont signé cette histoire de trucs. Gaz et effet de serre, écologie, n'utilisez plus de trucs.
Hein? On va lutter contre le gaz à effet de serre. Hein? Parce que ça pourrit truc. Faut plus, ils vont utiliser le charbon, ceci, cela. Parce qu'eux, ils sont déjà développés. C'était une stratégie pour empêcher les pays non développés de se développer. Est-ce que vous comprenez? Leur loi qu'ils avaient signée, où les gens payent des taxes au nom de l'écologie, pour ne pas faire beaucoup de fumée, pour ne pas polluer l'air et tout, ça allait empêcher les pays non industrialisés de s'industrialiser parce que les industries font qu'il y a assez de pollution. Et donc, avec cette loi qu'ils avaient signée, que les gens faisaient truc, les pays non industrialisés n'allaient pas pouvoir construire leurs usines parce que sous prétexte que les usines allaient polluer l'air. Et donc, eux, ils étaient là pour lutter au nom de l'écologie. Mais quand la Russie a commencé à couper le gaz, vous ne les voyez pas en Europe. Ils ont commencé à utiliser le charbon qui pollue l'air. On n'a pas d'écologie. Ils disent non, 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 nous, on ne peut pas laisser nos économies tomber. On ne peut pas. Nous, on utilise le charbon, on s'en fout. Donc, eux-mêmes qui ont mis ça sur pied, là, quand il s'agit de leurs propres intérêts, ils n'en ont rien à foutre. Écologie ou pas, ce n'est pas leur problème. Est-ce que vous comprenez? Si c'était un autre pays qui utilisait ça. Mais non. Ils allaient faire pleuvoir des sanctions sur ce pays. Pour dire que c'est ce pays qui est à la base du réchauffement climatique. Hein? Le réchauffement climatique. Parce que ce pays pollue l'air, utilise le charbon. C'est anormal. C'est anormal. On a signé une loi internationale qui interdit cela. Mais comme leurs intérêts sont menacés à terre, loi d'écologie, réchauffement climatique, ils n'en ont rien à foutre. Ils prennent ça, ils essuient les fesses, ils mettent ça dans la toilette. Ils utilisent ce qu'ils ne devraient pas utiliser. Ils vont à l'encontre de leur propre loi qu'ils ont proposée au monde entier. Là. Eux, ils vont contre ça. En Allemagne, ils utilisent le charbon. Danemark, Suède, ils ont commencé. Pays-Bas, ils ont commencé à utiliser le charbon à terre. En France, là-bas, ils veulent ouvrir aussi des trucs centrales en charbon. Et ça prend de l'ampleur en Europe ici. Charbon, la Belgique aussi va prendre le charbon. Donc, vous comprenez? Eux-mêmes qui ont fait signer cela, ils appellent ça loi internationale, où chaque pays doit payer des taxes pour lutter contre le réchauffement climatique, le gaz à effet de serre. Mais non, eux-mêmes ils vont contre ça. Et qui va les sanctionner? Personne. Personne. Donc ils font ce qu'eux ils ont envie de faire. Tant que leur économie sont menacées, leur énergie est menacée, ils posent des actes qui vont contre leur propre loi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de loi dans ce monde. C'est une question de truc. Qui a les muscles? C'est la raison du plus fort qui gagne dans ce monde-là. Tu penses que tu es bien musclé, tu peux gagner à terre, tu fais ce que tu as envie de faire. Personne ne va t'empêcher. Eux là, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Imaginons que c'est un pays africain qui construit des centrales et utilise le charbon. Mais les sanctions qui allaient prévoir sur ce pays. Mais putain, ils allaient couper ce pays du reste du monde. Ils allaient envoyer les dossiers à l'ONU. Il faut sanctionner ce pays. Ce pays est à la base de trucs du réchauffement climatique. Ce pays, ceci, cela. Est menacé. Intervention militaire. On doit mettre fin à ce dictateur Ils allaient utiliser tous les leviers du monde. Mais quand c'est eux, non, non. Personne ne parle. Mais malgré que personne ne parle, mais ils continuent toujours à taxer les gens. À taxer les pays du monde, à payer les taxes au nom du réchauffement climatique. Cet argent va où? Mais ça va dans la caisse. Ils luttent contre rien, rien du tout. Ils prennent cet argent pour enfler leur truc, leur économie. Et oh, vraiment. Les pays africains doivent comprendre. Les pays africains payent ces taxes, hein, réchauffement climatique. Chaque pays africain paye des taxes. Mais eux, ici, les gouvernements européens, ils ne respectent rien. Ils font ce qu'ils ont interdit aux autres de faire. Et les autres leur donnent l'argent au nom de ça. Et cet argent-là, ils mettent ça dans leur caisse. Et ils deviennent forts économiquement parlant. Nous, on devient faibles. Ça nous empêche de nous industrialiser. Ça nous empêche de construire des usines. Ça nous empêche d'avoir suffisamment de trucs d'énergie. Parce qu'un pays ne peut pas être développé s'il n'y a pas assez d'énergie. Il suffit d'avoir 2 grosses usines et puis qui consomment assez d'énergie. Vous allez voir le délestage partout dans le pays. Et quand c'est comme ça, le pays ne peut pas fonctionner. Il faut avoir assez d'énergie pour éviter le délestage et entamer le chemin du développement.
Ils mettent des lois sur pied pour nous empêcher de nous développer et ils font ce qu'ils nous interdisent. À un moment donné, les pays africains doivent se réveiller. Soit ils mettent fin à cette taxe qui paye chaque fin du mois pour dire hey, nous, on ne paye plus. On ne paye plus. C'est vous qui polluez l'air. Nous, on ne pollue rien. On ne peut pas payer ce qu'on ne fait pas. Vous avez les grandes entreprises, les grosses industries. Nous aussi, là, on va s'industrialiser. Et quand on va le dire, vous allez les voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu le vrai problème. Voici un peu le vrai problème. Je félicite l'armée russe qui fait un travail énorme. Qui fait un travail énorme. La Russie n'est pas en économie de guerre en Russie. En Europe, ici, ils ont déjà déclenché l'économie de guerre. Ils sont dans une posture d'économie. Vous comprenez? Eux, ils disent non, ils ne font pas la guerre à la Russie. Mais vous ne faites pas la guerre à la Russie. Et puis, vous demandez à vos entreprises d'être en économie de guerre. C'est-à-dire, vous comprenez? Donc, vous voyez leur double discours. Tantôt, ils disent non, ce sont les Ukrainiens seuls. Mais si ce sont les Ukrainiens seuls, qu'est-ce qui vous pousse à dire que la Russie est l'ennemi numéro 1? Et que vous êtes en économie de guerre? Il faut lancer l'industrie de l'armement, produire beaucoup de trucs. Et vous êtes en concurrence. Ah, on a déjà investi un nombre de milliards au nom de la guerre en Ukraine. La Russie ne doit jamais gagner. C'est nous qui allons gagner. Les Occidentaux doivent gagner. La démocratie doit gagner. Ah, mais est-ce que c'est l'Ukraine seule qui est la démocratie? Si vous dites démocratie, on vous connaît. Vous qui vous vantez comme pays démocrate, mais c'est vous, là, votre coalition qui est en confrontation avec la Russie. Et vous dites que la Russie ne va pas gagner. Ça, c'est dans vos rêves. Et il y a d'autres qui je n'arrive pas à comprendre les médias occidentaux. Ils disent non, le temps joue en faveur des Ukrainiens. À un moment donné, les Russes vont manquer de munitions. Et donc, l'Ukraine doit lancer des contre-offensives pour reprendre ces villes. Mais vous raisonnez. Chaque ville qui est prise, si ça met du temps, les Russes ont le temps de fortifier ces villes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, parce qu'ils savent que c'est une opération, il n'y a pas de souci. Mais chaque ville qui est prise, si ça met du temps pour qu'une contre-offensive ukrainienne ne soit lancée, mais ils ont tout le temps de se préparer, de fortifier ces villes, de mettre des défenses à peu près dans chaque ville. Et donc, s'il y a une contre-offensive, ça sera très difficile pour reprendre ces villes. J'imagine les Ukrainiens lancer des contre-offensives où il y a des soldats, des milliers de soldats russes dans des villes, et ces soldats russes sont entourés par des Ukrainiens, et la Russie est là, ne fait rien, et ces soldats russes se font massacrer par ces soldats ukrainiens. Vous êtes dans quel rêve? Sans que la Fédération de Russie ne fasse quoi que ce soit. Et les Russes, vous pensez que les Russes vont rester tranquilles? Mais non, vous rêvez. À moins que les Occidentaux se mêlent de la danse et déclarent officiellement la guerre à la Russie. Ah tiens, ça ne sera plus une question de truc, opération spéciale. Ça sera une guerre autant Russie. Et là, ça va bader. Et là, ça ne sera plus une question de truc, opération spéciale. Ça sera missile contre missile. Char contre char. Obus contre obus. Navire contre navire. Sous-marin contre sous-marin. Ah tiens. Et c'est gâté en même temps. Le monde entier prend feu. Toutes les économies du monde s'arrêtent. Personne ne va encore faire commerce. Aucun avion ne peut encore survoler. Les avions commerciaux, rien. Personne ne va voyager. Parce que l'espace aérien sera trop dangereux. Ce sont les avions de combat qui vont prendre le dessus. Les missiles qui vont se balader dans l'espace. Donc aucun avion de transport ne va encore circuler. La nourriture, la famine partout dans le monde. Donc, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils voient cela? Je ne les vois pas en train d'aller dans ce sens. La Deuxième Guerre mondiale, c'était autre chose. C'était autre chose. Il n'y avait pas ces armements-là, ces armes qui sont aujourd'hui là. Non, ça n'existait pas. Des missiles intercontinentaux, ça n'existait pas. Des missiles de croisière de longue portée, ça n'existait pas. De nos jours là, il y a des choses qui existent, qui n'existaient pas hier.
Donc une guerre de telle envergure, ça ne peut pas arranger ceux-mêmes qui vont vouloir la faire. Ce n'est pas parce que vous êtes 30 pays que vous êtes fort. Non, 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 non. Détrompez-vous. Parmi vous, là, les 30 pays, là, il y a des petits pays. L'Estonie, l'Italie, ça c'est des petits pays. Islande ne fait même pas 1 million d'habitants. Ce sont ces groupuscules de pays-là qui se disent on est dans le temps. Eux tous là, en femme, en femme, même Norvège, il ne faut même pas 15 millions d'habitants. Ce sont ces pays-là qui disent on est membre de l'OTAN. Nous sommes 30. Vous êtes 30, oui. Mais vous êtes minuscules. Vous n'êtes pas peuplé. Vous n'avez pas des armes lourdes. Les armes qui sont chez vous là, ce sont des armes américaines. Vous-même, vous êtes incapable de fabriquer vos propres armes. C'est clair. Et donc, ne pensez pas que comme vous êtes 30, vous pouvez prendre le dessus. Non, 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 non. Voyez l'exemple en Ukraine. Les Ukrainiens, ils sont tous mobilisés. Mobilisation générale. Tout le monde armé. Cocktail Molotov, Kalash, truc. L'OTAN vous arme, vous prenez des femmes comme garçons. Les Russes, ils ont pris 170 000 hommes seulement, ils sont chez vous. Ils sont en train de vous mougou sur votre propre territoire. Donc, le nombre ne fait pas la différence à dire. Ce n'est pas le nombre qui gagne. Si c'était le nombre, il y a longtemps, les Russes auraient déjà fui. Il y a longtemps, les Russes allaient fuir l'Ukraine. Ils sont peu, mais ils avancent. Et les Ukrainiens qui sont nombreux là, à Tia, ils reculent. Donc, ce n'est pas le nombre qui fait la différence. C'est l'efficacité. Hein? Et ce que tu disposes, les armes dont tu disposes, c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas une question de dire, on est nombreux donc on peut. Non, 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 non. C'est pas ça. Les Chinois, ils sont 1 milliard 500 millions. Si c'était le nombre, mais les Chinois n'allaient pas avoir peur des trucs des Américains. Ils allaient dire, bon, nous, les Américains, nous chauffent trop dans notre région. Écoutez, on passe à l'attaque. Mais pourquoi ils ne le font pas? Si c'était le nombre qui faisait la différence, pourquoi l'Inde et le Pakistan, tout le temps ils s'affrontent et puis personne ne prend le dessus? Les Pakistanais, ils ne font même pas 1 milliard. Les Indiens, ils font 1 milliard 300 millions. Ils sont nombreux. Mais pourquoi ils... Ah tiens, c'est pas le nombre qui fait l'affaire. C'est la différence. C'est l'efficacité. Tu disposes de quoi? C'est ça qui fait la différence. C'est très important. C'est ça qui fait la différence. L'Allemagne, à son temps, est-ce que l'Allemagne seule était plus nombreux que la Pologne, que la France, que la Belgique? Mais cela n'avait pas empêché les Allemands d'envahir tous ces pays dont je viens de citer. Mais si on met tous ces pays ensemble, ils étaient nombreux. En nombre, ils dépassaient les Allemands. Mais est-ce que cela empêchait les Allemands de les envahir, tous ces pays? Mais ils les ont envahis comme bon les semblait. Autriche, en Pologne, tout ça là. Ils ont envahi la Belgique, ils ont envahi une partie de la France, ils sont allés même Bamougou, les Anglais là-bas, hein, dans leur coin là. Donc vous comprenez déjà que ce n'est pas une question du nombre qui fait l'affaire. C'est une question de cœur. Est-ce que tu as le courage? Est-ce que tu peux sur le terrain? C'est ça. C'est ça. Sinon, si c'était le nombre, les Chinois allaient dominer le monde. Les Chinois allaient, oui, militairement parlant, c'est eux qui allaient imposer quoi que ce soit au monde. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que les Chinois savent que ce n'est pas histoire de trucs du nombre qui fait l'affaire. C'est une question d'efficacité. Tu disposes de quoi? La Corée du Nord. Mais les Coréens, ils ne sont pas plus nombreux que les Américains. Les Américains, ils sont au moins 300 millions, quelque chose de poussière. Les Coréens, ils sont au moins 26 millions d'habitants. Mais les Américains, eux et puis les Coréens, ils s'engueulent. Mais personne ne va attaquer qui que ce soit. Parce que ce n'est pas une question du nombre. Tu connais la force de frappe de ton ami. L'autre aussi, il te connaît. Donc, tu vas beau gueuler. Mais pour finir, tu reviens à la raison. Tu te dis, si j'attaque Atia, le retour là, est-ce que ça va être un compliment pour moi ou bien un désastre? Et tu calcules, tu dis non, 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 c'est pas la peine d'attaquer. Et tu comprends vite que non, c'est pas partout on fait mal. C'est pas parce que tu es musclé que tu vas aller t'apprendre à celui qui n'est pas musclé. Il faut faire aussi attention.
Celui qui n'est pas musclé, est-ce qu'il connaît le karaté? Est-ce que il a le zabou si tu lui portes, mais est-ce que ton bras va rentrer dedans? Tu calcules tout ça pour dire, avant de porter, mais j'ai des muscles, mais est-ce que c'est pas un petit Jet Li ou bien Bruce Lee qui est devant moi? Ou bien est-ce que c'est pas un petit Zamousseur qui est devant moi? Donc ton est-ce que là, ça te permet de rentrer dans ton coin, tu dis, non, c'est pas la peine. Vous insultez, et puis bon, pour finir, chacun va dans son coin. C'est comme ça, hein. Oui, Hervé Madou, il dit les Allemands ont envahi la France en 3 jours. C'était une guerre. Donc les Allemands avaient mobilisé leurs troupes parce qu'ils étaient en guerre. La Russie peut le faire avec l'Ukraine, mais la Russie n'est pas en guerre. Poutine dit qu'il est en opération spéciale. Et lui, il sait ce qu'il veut. C'est pas histoire de dire... Parce que si c'est Kiev, il voulait. Si c'est Kiev, il voulait là. Est-ce que vous comprenez? Si c'est de prendre Kiev, coûte que coûte, la capitale, pour faire tomber le gouvernement. Mais l'effort que la Russie fournit dans le Donbass là, la Russie allait interrompre l'opération à l'est de l'Ukraine et amener une grande partie de ses forces vers la capitale pour mener l'effort que la Russie fournit vers l'est là, allait mener cet effort là sur la capitale. Ou bien, parce que l'est ça a été fortifié pendant des années, malgré cela les Russes avancent, non? Ils ont fini de libérer Lugansk aujourd'hui. Il reste Donetsk qui vont libérer ça. Ils ont pris Kherson, ils ont pris Izium, ils sont en train d'avancer vers Kharkiv et tout. Mais si les Russes voulaient uniquement prendre Kiev pour montrer que non, ils peuvent prendre la capitale, il leur suffit de dire, bon, les opérations qu'on mène ici, là, écoutez, on diminue ça, et puis ils mettent des trucs, des lignes de défense, des fortifications, ils laissent quelques soldats avec des armes pour empêcher les Ukrainiens de percer ces lignes de défense, et le reste des troupes, ils envoient ça vers Kiev, pour dire, la bataille de Kiev, on va prendre Kiev. Et donc, ils allaient mener les hostilités vers la capitale. Et je vous le jure que si c'est là-bas ils menaient les hostilités, depuis ces 4 à 5 mois, ils allaient pénétrer dans Kiev. Les combats allaient se passer au sein de Kiev. Et prendre Kiev. Le gouvernement allait tomber. Mais eux, leur objectif, ce n'est pas ici de Kiev. Les villes qui tombent à l'est là, c'est des grandes villes, ce n'est pas des petites villes. Hein. Mariupol était plus fortifié que Kiev. Où il y avait des usines, des sous-sols, des bunkers. C'était plus fortifié que truc. Mais ils ont pris Severodonetsk. C'était aussi une ville fortifiée. Et les Ukrainiens, ils ont dit, Severodonetsk, la bataille qui s'est passée là-bas, là, ceux qui n'ont jamais vu l'enfer, c'était l'enfer sur terre. Les soldats ukrainiens, ils ont dit ça. Ils ont dit là-bas, ceux qui défendaient la vie, c'était des guerriers. Mais c'était l'enfer sur terre parce que les Russes, les bombardements étaient tellement forts. Ils n'avaient jamais vu ça. Donc, ce qui s'est passé à Kiev, aux environs, les Russes n'ont pas montré leur force de frappe. C'est vers l'est, ils sont là montrer ça. Est-ce que les gens aux environs de Kiev, ils ont dit que c'était l'enfer sur terre? Allez-y demander aux Ukrainiens qui sont à l'est, ils vont vous dire, les Russes n'ont pas utilisé leurs armes thermobariques vers Kiev. À l'est, là, ils utilisent ça. Quand ça tape douille, ça fait des flammes de feu, ça aspire l'oxygène. Et tiens, c'est gaz carbonique seulement tu respires. Ta respiration coupe. Les Ukrainiens sont obligés de fuir. Vous pensez que les trucs, Lysychan qu'ils n'avaient pas barricadé? On dit c'est une ville qui est à la hauteur. En hauteur, les Russes ne peuvent pas pénétrer cette ville. C'est une ville stratégique. C'est difficile. Les Russes, sur les médias occidentaux, est-ce que les Russes vous ont dit c'est difficile de prendre ça? C'est bien situé. Quand tu es dans la ville, tu vois au loin là-bas. Donc, depuis, si les Russes viennent, les Ukrainiens peuvent les taper en distance. Les Russes ont d'abord lancé des roquettes sur la ville, tapé dur pour anéantir les lignes de défense. Les Ukrainiens qui étaient là pour surveiller. Si les Russes venaient pour taper les Russes, eux-mêmes, ils étaient obligés de fuir pour rentrer au centre-ville. Tellement les missiles pleuvaient sur eux, ils ont dit non, je ne défends plus. Ils ont laissé leur position de défense, ils ont commencé à courir. Les Russes
sont rentrés tranquillement dans la ville. Hein, toi, tu dépends une position et tu vois le feu qui vient sur toi. Est-ce que tu vas rester là? Tu fuis, tu t'en vas, tu cours, tu t'en vas à l'intérieur pour éviter le feu. Mais quand tu cours là, lui qui lance le feu, lui aussi il avance. Et c'est comme ça les Russes ils sont rentrés dans la ville. D'ici, les Ukrainiens vont se réveiller, ils voient qu'il y a déjà des soldats russes à l'intérieur de la ville. C'est mou. Il n'y a plus histoire de défense. Il faut maintenant défendre la ville de l'intérieur. C'était gâté. Les Russes avaient déjà envoyé leurs chars de guerre, des snipers. C'était fini pour les Ukrainiens. Ils ont dit, ah, c'est l'enfer sur terre. Oui, l'île aux serpents, je vais vous le dire. Bon, pour la Russie s'est retirée de l'île aux serpents, qui fait 17 hectares. Donc 17 hectares, bon, c'est quand même grand. Hein? 17 hectares, c'est énorme quand même, hein, en plein milieu de la mer. Mais cette île, pour les Russes, pour les Ukrainiens, c'est stratégique. Pour les Russes, ça ne valait plus rien. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, vous les voyez, ils mènent une campagne de désinformation. Que c'est la Russie qui bloque les céréales qui sont à Odessa, c'est la Russie qui empêche les navires de charger, d'embarquer les céréales pour alimenter le monde entier. Et donc la famine, la Russie à la base, et tout ceci. Donc Poutine a dit, bon, comme il y a des négociations en Turquie pour le déblocage du port d'Odessa, et comme le gouvernement ukrainien dit qu'il n'a pas confiance en la parole de Poutine, comme quoi s'il démine le port d'Odessa, les Russes vont profiter pour faire un débarquement. Poutine a dit non, 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 lui il ne fait pas de débarquement. Ils ont dit non, c'est les Russes qui empêchent. Donc Poutine a dit bon, si c'est le cas, quittez l'île aux serpents. Parce que l'île aux serpents, ça y est à 100 km d'Odessa. Et à 300 km de Sébastopol. Est-ce que vous comprenez? 100 km d'Odessa, 300 km de trucs vers la Crimée. Donc, Poutine a demandé aux forces russes de quitter sur l'île. Comme ça, les Occidentaux ne vont plus trouver de prétexte pour dire que c'est la Russie qui empêche les céréales de transiter. Et en libérant cette île, si l'Ukraine ne veut pas toujours déminer le port, alors la balle sera dans le camp des Occidentaux pour dire, mais écoutez, arrêtez quand même. La Russie ne menace plus les navires qui vont quitter de la Turquie ou bien en Roumanie pour aller dans le port d'Odessa. La Russie ne les menace plus puisque la Russie n'a plus de position sur l'île aux serpents qui va faire que ça va menacer directement les navires. Donc c'est dans ce sens de bonne volonté, la Russie s'est retirée parce qu'il y a des négociations en cours avec l'ONU pour dire que la Russie n'empêche pas le passage des céréales de l'Ukraine et que la Russie s'est retirée de l'île aux serpents. Les Ukrainiens ont pris ça comme une victoire. Oh, c'est parce qu'on attaquait beaucoup l'île que non, les Russes ont fui. Donc c'est une victoire militaire. Vous comprenez? Ça veut dire, vraiment, ces Occidentaux, ils sont comme ça. C'est-à-dire, ils posent un problème. Ils disent, non, c'est toi qui fais que ceci, cela ne marche pas. Donc, quand toi, tu poses un acte de bonne volonté pour dire, bon, ok, si c'est le cas, je quitte là, faites maintenant, comme vous dites, c'est moi, je ne vais plus menacer votre truc, je quitte là. Quand tu quittes, tu dis, oh, on a gagné, on a gagné. Vous comprenez la malhonnêteté des Occidentaux? Et ils brandissent ça comme une victoire. C'est comme à Kiev, aux environs de Kiev. Quand il y avait les négociations en Turquie, et que -1, ça allait aboutir à un accord. Zelensky avait dit, mais les forces russes qui étaient aux alentours de la capitale menaçaient la capitale. Et donc les forces russes n'ont qu'à se retirer pour qu'il y ait un accord qui attesterait que non, son régime n'est pas menacé. Et que la Russie ne menace pas la capitale, ne le menace pas de le renverser. Donc les Russes ont dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Si c'est le cas, nous on se retire pour dire, on n'a pas de problème avec ton régime, on ne veut pas te menacer, on ne vise pas la capitale. Donc nous on se retire de Kiev. On va se concentrer sur l'Est. Comme tu dis, les négociations vont être du côté de l'Est, on va envoyer nos forces vers l'Est de l'Ukraine. Si on signe les accords, alors on arrête les opérations immédiatement et voilà, la vie reprend. Dès que la Russie s'est retirée,
Ils ont dit, oh, Boucha, Irpin, génocide. Oh, les Ukrainiens ont chassé les Russes. Et c'est devenu un truc. Et ils ont toujours fonctionné comme ça. Les Occidentaux, avec leur propagande, avec les Ukrainiens, ils ont toujours fonctionné comme ça. Ils font des tapages médiatiques pour faire comprendre au monde entier que non, c'est la Russie. Quand la Russie pose un acte de bonne volonté, oh, on les a chassés, on les a chassés. Mais tant que les Russes ne vont pas, ils ne les chassent pas. C'est la Russie même qui décide de partir. Quand la Russie part, non, on les a chassés. Non, chasser là, c'est ce que la Russie fait. C'est-à-dire quand la Russie verrouille les villes et puis ils vous matent, ils vous bombardent, ils pénètrent la ville. Et vous fuyez là. C'est ça, on dit chasser. Tu es en confrontation directe avec la personne. La personne te mate, vient jusqu'à là où tu étais supposé défendre. Il te mate tellement que toi-même tu fuis, tu laisses un chat de guerre, tu nages dans le fleuve et puis tu fuis. C'est ça, on dit chasser quelqu'un. C'est pas où quelqu'un, il dit bon, je pose un acte de bonne volonté, je m'en vais, et puis tu dis non, je l'ai chassé. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Voilà, Severodonetsk par exemple. Les militaires ukrainiens qui étaient dans l'usine Azot. C'est parce que les Russes les ont entourés. Les bombardaient matin, midi et soir. Les mataient. Ils ont dit, bon, on veut replier. Et le gouvernement ukrainien et russe ont dit, bon, laissez nos forces, ne les tuez pas. Ils vont se replier. Et les Russes leur ont permis de partir. Ils leur ont dit, bon, vous partez, mais vous laissez vos armes. Partez sans armes. Eux, ils sont partis, d'autres se sont rendus. C'est ça, on dit chasser quelqu'un. Chasser quelqu'un, là, c'est-à-dire tu lui imposes tes conditions. Tu lui dis, bon, tu pars, mais tu ne prends pas ça. Tu laisses ça. Et voilà, tu laisses ça, tu laisses ça. Il faut partir seul. Dans le cas contraire, je te mate. Et tu dis, ok, patron, j'ai compris. Et puis tu fais ce que le patron te demande, tu exécutes. C'est ça, on dit, voilà, tu as donné tes conditions, tu as chassé la personne. Mais la personne même dit, bon, moi, je m'en vais. La personne prend ce qui lui est dû. Et toi, tu ne peux pas l'empêcher de prendre ce qu'il a envie de prendre. Et tu dis, tu as chassé la personne. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, ils n'ont pas chassé les Russes sur l'île au serpent. Parce que ça avait quel truc en valeur stratégique. C'était de mettre blocus sur le port d'Odessa et tout. Maintenant, comme les Russes ont décidé de ne plus mettre ce blocus, ils se sont retirés paisiblement. Donc, c'est tout. Mais cela n'empêche pas les Russes de frapper Odessa. Parce qu'ils ont des missiles de longue portée. S'ils veulent empêcher les navires de traverser, ils peuvent bombarder ces navires depuis la Crimée. Donc, ça n'empêche pas les Russes. Ils ont des avions, ils ont des trucs, des missiles sol, hein, sol, air, sol. Et ils peuvent détruire des choses. Donc, la position de l'île, c'était pas. Les Ukrainiens attaquaient beaucoup l'île. Je comprends. Mais la position de l'île, c'était pas important pour les Russes. Il fallait quitter là. Puisque s'ils veulent surveiller Odessa et tout, ils peuvent surveiller ça. Depuis la Crimée, ils surveillent Odessa, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je ne voyais pas l'importance. Il fallait tout le temps alimenter l'île, hein, prendre des risques avec des navires civils, acheter de la bouffe. Parce que ceux qui étaient là-bas, les militaires qui sont là-bas, il faut leur donner à manger. Hein. Chaque jour, bon, c'était pas évident. Il fallait quitter l'île et tout. Les Ukrainiens eux-mêmes, ils savent qu'ils ne vont pas habiter aussi l'île. S'ils vont là-bas, les Russes vont les bombarder vite fait. Donc l'île va être là, personne ne va rester sur l'île. Voilà, donc ce n'est pas une victoire. Quand tu chasses quelqu'un et que tu viens là, on dit victoire, mais la personne même pas, et puis tu es incapable même de venir occuper le terrain. Tu ne peux pas dire c'est une victoire. Quand les Russes chassent les Ukrainiens dans une ville, ils occupent la ville. C'est ça qu'on appelle une victoire. Donc aujourd'hui à Belgorod, il y a eu des frappes ukrainiennes sur la ville. Ça fait 3 morts, beaucoup d'immeubles détruits, hein, à travers des trucs, des lance-missiles, trucs multiples. Les lance-missiles multiples, c'est ce que les Américains ont donné, les trucs, comment on appelle, les trucs, les Iglad, les trucs, voilà, les lance-missiles multiples, voilà. Et vous savez, Belgorod et puis truc Ukraine, vers la région de Kharkiv, c'est côte à côte, c'est collé. Donc, de tels trucs, armes, les missiles anti-aériens ne peuvent pas arrêter beaucoup. Ils arrêtent, mais ils ne peuvent pas tout arrêter. Même Israël fait face à ce problème. Quand le Hamas lance ces trucs, comment on appelle ça même?
Ces roquettes, Israël détruit beaucoup, mais il y a beaucoup de roquettes qui font des dégâts en Israël, qui tuent des trucs, voilà, la population civile israélienne. Et donc, quand c'est comme ça, les Israéliens, ils sont obligés de rentrer dans les bunkers, chacun a son bunker dans sa maison, pour éviter que les roquettes du Hamas les tuent. Malgré qu'ils ont le dôme de fer, ils ont Iron, ils ont beaucoup de systèmes de défense, mais face aux roquettes multiples, les systèmes de défense aérienne, c'est... Puisque quand vous êtes côte à côte, c'est difficile de les intercepter en fait. Voilà. Tu ne peux pas les intercepter beaucoup. Tu peux intercepter d'autres, mais d'autres vont passer. Mais quand c'est un missile qui est lancé à longue distance, les radars repèrent le missile, peuvent détruire le missile très loin. Mais quand ce sont les lance-roquettes multiples, vous êtes côte à côte à tir et ça sort, ça va vite. Ça va vite. Et quand le système de défense antiaérien est immergé, il ne peut plus, le système ne peut plus arrêter tout. Parce qu'il faut le charger encore pour encore abattre. Pendant ce temps, les lance-missiles multiples, imaginons, il y a au moins 4 véhicules. Chaque véhicule porte au moins, je ne sais pas, 12 lance-missiles ou bien 6. Et ils lancent. Pour les intercepter, c'est difficile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, voilà. Et ces lance-missiles multiples ont touché. Donc, je sais que cette nuit où je vous parle, Kiev sera bombardé massivement. Aujourd'hui, cette nuit-là, les Kieviens ne vont pas dormir parce que les Russes vont trop les bombarder. Donc, Kiev sera frappé. Les centres de commandement à Kiev seront bombardés cette nuit. Regardez seulement et vous verrez. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable guerre compris. Submergé, voilà, submergé. Voilà, merci mon frère. Donc, je vous remercie infiniment. Passez une très bonne journée et un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos familles. Merci à tous ceux qui m'ont donné les 1324 étoiles. Je vous remercie. Je savais que j'allais atteindre les 1000 étoiles aujourd'hui. Et voilà l'exemple. Ce qui veut dire que vous m'aimez. Ce qui vous... Ok, ciao.